Bienvenue à cette émission de la saison 2 d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis votre animateur Benoît Ménard, en compagnie de la médium multidisciplinaire Julie Leblanc. Coucou tout le monde, bonjour Benoît. Bonjour Julie, bonjour chers auditeurs, auditrices, merci d'être au rendez-vous et Ouais. un grand merci à l'équipe du groupe Focus qui contribue à chaque semaine à nos émissions. Oui, soyez bénis tout le monde, namasté. Donc cette semaine, on fait un autre spécial Halloween. Oui, parce que dans la saison 1, on avait fait le tour de Harry Potter. Alors, c'est une émission qui est encore disponible si vous voulez aller voir qu'est-ce qu'on avait dit sur Emma Watson ou de Daniel Radcliffe et etc. On avait fait pas mal le tour de la saga, à l'exception de Voldemort. Je ne l'ai pas rentré là-dedans dans une de nos émissions, mais quand même, c'est disponible sur notre chaîne YouTube. Tout à fait. Moi, j'avais quelques retours, mais je voulais faire un petit retour en particulier parce que vous aviez mentionné le lien de Rowan Atkinson entre sa vie présente et une vie antérieure. Puis c'était, si je ne m'abuse, c'est la première fois qu'il y a autant d'informations sur une âme à deux différentes époques. Oui, tout à fait, exactement. Puis il y a eu un travail d'évolution à faire au niveau de l'âme de Rouen parce que c'était quelque chose de caché. Et là, ça y a pris un moment pour pouvoir réussir à ouvrir cette talle-là. Fait que c'est comme si on l'a poussé, comme nous, en l'ayant vu, en l'ayant soulevé, en l'ayant retracé finalement. Ben là, ça y a permis de cheminer pour accepter cette partie-là qui était encore secrète, probablement à sa conscience. Et l'âme a pu vider un tiroir en lien avec tout ce qu'il avait refoulé et accumulé de cette incarnation-là pour arriver à en être libéré. Alors, c'était comme notre première invité où on a eu le plaisir de pouvoir comme être capable de le relater au niveau de l'histoire. Et ben ça a servi son âme parce qu'elle a pu réussir à s'harmoniser là-dessus, mais l'âme a dû cheminer pour arriver à ouvrir cet espace-là qu'on avait comme provoqué en la soulevant. Mais en tout cas, je voulais te remercier pour tes recherches parce qu'on avait réussi à le trouver, tu sais, c'est génial. Oui, mais en tout cas, j'avais été chanceux. J'avais fait une recherche sur le roi de l'époque et son entourage, puis finalement, on a réussi à tomber sur la bonne personne. Ouais. Ah ouais, fait que ça a été bénéfique et pu soulager les espaces de cette incarnation-là. Excellent. Est-ce que de ton côté, tu avais des retours à faire? Oui, je vais partir de la situation de Bradley Cooper et Lady Gaga. Hein? Je l'avais dit que quand on avait fait l'émission de William Shakespeare, bon, il me montrait l'espace de lumière où il allait puiser ses idées ou ses tournures de phrases, etc. Et je m'en étais approchée, puis ça a pris du temps, là, parce que comme je te dis, c'était un défi un peu trop à la hauteur. Donc, je voulais bien le faire et bien me préparer. Alors, lors du retour de la dernière émission, ben, justement, j'avais vu, je m'étais approchée et là, c'était comme une idée très claire qu'il y avait entre la différence entre la raison, les serments, les vœux, tu sais, je sais pas trop comment appeler cette partie-là, mais qui est plutôt dénudée d'amour et qui va avec des principes et versus l'autre où on y va avec le cœur, l'amour, et c'est de cette partie-là où on suit, dans le fond, l'âme, ce qu'elle veut nous amener pour générer plus de lumière. Fait que j'avais compris l'idée de cet espace-là au niveau de la conscience. Et là, j'ai comme compris que Bradley Cooper et Lady Gaga ont été pognés là-dedans aussi parce que tu as toute l'ouverture, l'âme, l'amour, la chimie, la compatibilité, la direction de l'âme qui était bien tracée et qui avait soulevé justement une incarnation, ce qui était beaucoup amoureux, versus qu'est-ce qui s'est passé dans la matière où ben, Bradley Cooper était comme coincé entre la femme qu'il avait et la fille qu'il avait versus l'attraction et le magnétisme et le potentiel chimique de l'âme qui poussait de l'autre côté. Et Bradley avait choisi comme plus la raison à ce niveau-là. Et ça a été fatal pour son couple parce que ben, sa femme le ressentait. Ça a eu même des liens sur sa fille qui ont été creusés au niveau de son nombril et qui auraient pu influencer le restant de l'incarnation au niveau de ses choix amoureux, etc.
Et en fait, la relation de couple entre Bradley et sa mannequin russe, ben, ça avait comme canné d'une manière ou d'une autre, puis là, ils se sont séparés. Mais ils se sont séparés parce qu'il y avait un éléphant dans la pièce. C'est très difficile pour une âme d'avoir une attraction, une direction et de ne pas la suivre. Et même si tu te contrains à ne pas la suivre, ben, ça a des répercussions parce que l'autre personne le sait, le ressent. Et là, là, elle constate ta bataille individuelle entre rester là dans ton couple ou là, quand tu es un magnétisme qui était attiré à aller dehors, parce que même si tu y vas pas, il y a une partie de toi qui est là pareil. Alors, je trouvais ça cool de voir comme leur histoire avait un fond shakespearien. Et là, pour terminer avec ça, c'est la fille qui s'est libérée ben, pas de Bradley Cooper, mais c'est la fille de Bradley Cooper qui s'est libérée à son nombril des trucs qu'elle avait comme absorbés de la relation de ses parents pendant que lui était coincé dans ce dilemme-là. Alors, on a pu libérer parce que l'âme de sa fille était prête. Et ben, j'en avais parlé aussi qu'il y a eu un travail sur la mère qui avait été fait lors de l'émission et par la suite de l'émission. Fait que là, deuxième étape du retour, je vous avais dit que j'allais m'approcher un petit peu plus pour voir si j'étais capable d'arriver à canaliser cet espace-là pour arriver à un message à la William Shakespeare. Écoute, je me suis amusée, mais j'ai pas grand-chose. J'ai un gros paragraphe, OK? Et je veux te lire. Je veux te lire parce que ben, c'est pas Julie qui écrit, là. OK? Ah, l'amour et la raison. Écoute bien, car au sein du royaume des mortels, la raison se dresse, pilier ferme et robuste, un phare à travers la tempête, clair en son sein, un guide pour naviguer dans le monde entier. Pourtant, l'amour, cet esprit capricieux, si libre, avec l'ardeur de la passion, défie souvent la raison, enflamme le cœur d'une extase fervente et élève l'âme vers le ciel azur. Ainsi, la raison et le doux amour, en équilibre juste, peignant la tapisserie des jours mortels, l'un avec sa logique froid et sans éclat, l'autre avec sa chaleur et ses rayons vibrants. Car dans la vie, non, car dans la danse de la vie, ils s'entrelacent une union du cœur et de l'esprit divine. Alors, j'ai des frissons partout. Voilà le message que j'ai réussi à descendre de l'espace où finalement William Shakespeare allait puiser ses trucs et j'ai réussi à sortir avec ça. Alors voilà, qu'est-ce que ça donne quand Julie écrit là où William Shakespeare allait. Qu'est-ce que t'en penses, mon ami? Ben, c'est un super beau message, puis la façon que c'est formulé, ça me fait penser justement à des pièces de théâtre de Shakespeare, là. Ah oui? Ben, en tout cas, je vais te dire, ça a été une grosse mission. Il a fallu que je défractionne mon ego pour rentrer à aller vraiment cibler le juste de ben, pas de son esprit à William Shakespeare, mais de l'ensemble de la place où ce qu'elle est puisée. En tout cas, fait que je l'ai fait, ça a pris du temps, mais je suis arrivée. Et je suis très contente de pouvoir écrire à la William Shakespeare, mais je n'avais pas prendre la relève de William Shakespeare. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant de faire l'exercice. Alors voilà le retour que je voulais faire. Parfait. Moi, de mon côté, je voulais faire un retour sur les célébrités de l'émission précédente, dont Cher et Lisa. Pour Cher, personnellement, j'ai pas tellement. Ben, j'entendais ses chansons à la radio, mais personnellement, je les écoutais pas nécessairement. Puis en termes de film, il y a un seul film, je crois, avoir vu d'elle, c'est le film Suspect avec Liam Neeson que j'avais bien aimé. Ah ouais? Bon. Par ailleurs, elle a joué avec Whoopi, puis à un certain moment, Cher, elle a eu un prix, puis Whoopi lui a rendu hommage. Puis elle a dit de Cher, elle marche au son de son propre tambour et elle est une one-woman band. Ouais.
Ouais, 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 ouais. C'est l'esprit de l'autonomie qui s'est manifesté jusqu'au bout de ses ongles. C'est ça qui est inspirant chez Cher. Puis ça, là, c'est grâce à ça qu'elle est devenue un monument, puis c'est un monument au niveau de son âme aussi. Parce que de la manière qu'elle est bien installée là-dessus, elle a fait preuve de courage et de souplesse tout le long de son incarnation pour foncer puis défoncer les murs. Alors, elle a vraiment quelque chose de très audacieux et d'assumer pleinement. D'où le Puis, pourquoi qu'elle a pu changer de femme et d'âme pendant son incarnation. Et ça, c'est magnifique parce que c'est pas tout le monde qui arrive à changer de famille dans la même incarnation sans qu'il y ait de mort imminente puis de retour dans le corps, tu sais. Fait qu'elle a bien fait ça. C'est même beaucoup de mystère. Quand tu regardes les énergies de Cher, il y a des parties qui sont très fortes, qui sont très apparentes, mais faut mettre beaucoup de temps là-dessus pour faire le tour de son univers énergétique puis arriver à comprendre. Mais là, dans l'émission, il a été un petit peu plus à la surface, mais il y a un champ d'études au niveau de sa vibration qui pourrait nous amener à comprendre davantage. Mais là, il faudrait l'élaborer puis rentrer à profondeur dans le sujet. d'accord. Il y a une célébrité qu'on avait vue parmi nos premières émissions avec qui Cher a fait plusieurs duos, avec qui elle a partagé une super belle amitié pendant plus de 50 ans, et j'ai nommé Tina Turner. Oui, et ça, c'est. Puis, si tu vois, Tina n'est pas dans les mêmes fréquences que Cher. Et étonnamment, autant que Tina avait réussi à aller dans le or, hein, quand elle était en présence de Cher, elle sortait beaucoup de vert. Donc, c'est une couleur aussi qui n'était pas compatible, mais qui amenait, c'est comme si la présence de Cher amenait à Tina une autre énergie de guérison, puis elle l'absorbait totalement. Ça touchait pas son âme à Tina, il n'y a pas de problème. C'est un changement de couleur d'âme, mais c'est un changement de vibration qui lui amenait des différences fréquentes pour pouvoir se relever. Comme si Tina reconnaissait les forces chez Cher, puis ça l'a comme stimulé dans la solidarité féminine des femmes entrepreneurs et autonomes de ce monde qui se réalisent à travers le spectacle. Et non seulement ça, mais il y avait un courant de sœurs qui tourbillonnait autour de ces deux âmes-là lorsqu'elles se rencontraient. Et ça amenait vraiment beaucoup de puissance à Tina Turner dans l'énergie du verre. Donc, c'est comme si Cher a été un pilier pour que Tina puisse apporter de la guérison à certains de ces espaces liés à l'enfance, précisément. Et parce que là, ben, Tina a été bousculée dans son jeune temps. Et puis, ben là, c'est comme si Cher apportait, grâce à son autonomie, euh, une énergie qui complémentait finalement l'évolution de plusieurs femmes de ce genre. Pourquoi que ça a touché beaucoup de grandes âmes, tu sais, c'est comme s'ils se sont inspirés et entraidés, puis ça fait un filet social, pas rigide, mais solide pour permettre justement à de grandes dames de franchir des grandes limites à travers des générations où c'était important de le faire. Puis là, je vois entre autres Martin Luther King qui vient de flasher une énergie verte. Fait que ça a joué sur beaucoup de gens, cette influence-là, de femmes solidaires, solides et qui s'assument dans l'audace de qui ils sont, puis y aller extraordinairement. Puis je fais juste parler de ça. Tina Turner vient de se dégager quelque chose à son chakra de la gorge. Fait que ça travaille encore, c'est un effet qui est très constructif au-delà même du corps physique de Tina. Parfait, ben, merci beaucoup pour ce beau partage. Je voulais faire aussi un petit retour sur Lisa. Vous avez mentionné une des trames que vous avez suggérées, c'était tiré du film New York, New York. Elle a joué avec Barbara Streisand dans ce film-là. Oui, quel complément, parce que Lisa, c'est une lumière jaune, puis Barbara, c'est une lumière rose, puis ça peut apporter un effet quand tu mets ces deux couleurs-là avec plus de paix et plus d'amour. Fait que tant mieux s'ils ont pu avoir un moment de création, mais ce que je vois, c'est que Barbara Streisand est très contente de cette expérience-là. Alors, ça lui a eu un effet positif et sur Barbara et sur Lisa. C'est quelque chose qui a été très important pour Lisa dans la construction de son autonomie, encore une fois. OK, Ouais, parfait. thématique de l'autonomie, hein, c'est ça. Puis dans un autre film,
Elle a joué avec Shirley MacLaine aussi. Ah, quand même, quand même, quand même. Shirley, elle l'a apprécié, puis tu vois, au contact de Lisa, elle a intégré plus d'orangé. Alors, ça a dû être un réconfort de son énergie féminine, de réconciliation avec la mère. Habituellement, quand on tombe dans la couleur du deuxième chakra, ça joue sur la création, etc. Donc, au contact de Lisa et Shirley, Shirley, elle a gagné en orangé. Quoique c'est pas une couleur que Lisa avait, mais c'est la répercussion et l'effet que ça fait sur Shirley. Mais Shirley est un petit peu plus entourée de ses affaires. Il y a moins de pont cœur à cœur qui a été fait avec l'âme de Lisa. Il y a une certaine distance qu'il n'y avait pas entre Barbara et Lisa, mettons. OK, parfait. Excellent. Donc, moi, ça conclut mes retours que je voulais faire. Bon, fait que c'est super. Moi, j'ai pas d'autres messages de William Shakespeare, alors on peut aller à nos invités. Parfait. Donc, on a trois invités à notre émission d'aujourd'hui. Il y a Jennifer Love Hewitt, Jenna Ortega et Alfred Hitchcock. Bon, Jennifer Love Hewitt, elle était réputée, quand j'étais adolescente, là, de jouer plus facilement dans les films d'horreur de l'époque, là. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis là. Et ça a été surprenant parce qu'à un moment donné, elle a complètement disparu, puis on la voyait plus, puis on l'a pas vue pendant longtemps, mais j'ai compris pourquoi en cherchant les photos libres de droit sur Internet pour faire la fiche de l'émission. À un moment donné, elle est tombée enceinte, puis après ça, elle n'a pas réussi à regagner son poids. Et là, tu vois, là, les photos que les paparazzis ont prises, là, elle a gagné énormément beaucoup de poids. Fait que c'est dommage parce que on la voit plus depuis ce temps-là avec son nouveau corps. Ils ont plutôt conservé l'image de la jeune femme sublime avec un corps magnifique. Et puis, ben voilà, c'est dommage parce que j'ai pas eu vent qu'elle ait fait des nouvelles apparitions. Probablement, toi, avec sa filmographie, ou tu dois avoir quelque chose de plus à jour au niveau de ses apparitions quelconques. Quand ça a arrêté, si ça a repris, mais en tout cas, moi, quand j'ai vu les photos, je dis, oups, c'est peut-être pour ça que ça n'a pas repris, là. Oui, absolument. Donc, comme première trame pour Jennifer Love, tu as choisi Something to Talk About. Ouais, ben elle chante la madame. Alors, ça a été facile de trouver quelque chose qu'elle avait créé en ce sens-là. Et puis, ben c'est ça, c'était dans sa partie où elle roulait beaucoup, là, probablement avant son gain de poids, parce que j'ai pas trouvé de vidéos sur YouTube de choses qu'elle avait faites depuis avec son gain de poids. Si on avait vu, exemple, une chanson qu'elle aurait faite, je sais pas, le mois dernier ou l'an dernier, ben j'aurais pris probablement quelque chose de plus moderne, mais il n'y a rien de moderne qui existe. Alors, j'ai été obligée de puiser dans ces belles années-là. Parfait. Euh, donc, elle est actrice, réalisatrice et chanteuse américaine. Elle est née en 1979, donc elle aurait 21, quarante. Ouais, elle a 45 ans, là. Mais je Oui, suis née en exact. 79, moi aussi. Puis, elle mesure 5 pieds 1, 5 pieds 2 dans les Ouais, c'est environs. ça. C'est pas très grand. C'est un petit modèle de femme. Ouais. Merci pour la précision. Mais aujourd'hui, t'as pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Tu le sais pas, ça? Non? Ben, elle a quand même fait quelques films, un film en 2021, un autre en 2022, puis c'est à peu près ce qu'il y a de plus récent de ce que j'ai vu. Mais je vais mentionner, il y a une chose qu'elle a dite, c'est côté santé, j'ai trouvé une citation, elle a dit, les dernières années étaient très éprouvantes. J'ai prié plus qu'en temps normal et j'ai appris que c'est OK de prendre du temps pour moi pour récupérer au niveau physique, mental et émotionnel. Ouais, ben c'est le fun que tu dises ça. J'ai vu c'est un dérèglement hormonal, son problème de poids, là. Bon. Ben, écoute, je suis contente qu'elle ait fait quelque chose en 2021-2022, mais c'est pas venu à moi. Ça n'a pas été des succès de box-office, là,
où on s'est tout rué pour aller voir où ce qu'elle était rendue, malheureusement. Bon, ben, je suis contente qu'elle a eu sa chance, mais là, on est rendu presque 2025, là, puis Mhm. c'est ça, ça n'a pas levé, fait que c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas eu d'autres contrats par la suite, je sais pas. Mais ce que je peux te dire, c'est que je la bénis avec un élan de compassion en mon âme parce que on voit que ça a été très dur, qu'elle a eu de la tristesse qui a cristallisé au niveau de son chakra du cœur. Et c'est comme une énergie argentée. C'est pas un rayon argenté qui vient l'aider, c'est vraiment comme une énergie argentée qui a cristallisé de tristesse, puis ça a durci dans le chakra du cœur. Alors, c'est quelque chose qui a besoin d'être assoupli et d'être aspiré comme une balayeuse à eau. C'est comme s'il faut ramollir la tristesse qui a durci, puis qu'elle soit sortie par extraction et aspiration. Et c'est exactement ce qui se passe là. Elle était prête à faire un retour à soi, mais ce qui est arrivé, c'est que ce que je vois, c'est que c'est enroulé autour de son nombril, comme si c'était attaché sa structure qu'elle porte au niveau du chakra du cœur, ça s'est attaché au niveau de son nombril. Ce que j'en comprends de ça, c'est que c'était une artiste, oui, qui a une grande sensibilité avec une belle protection, oui, mais ça a été un parcours plutôt narcissique. C'est une personne qui pensait beaucoup, beaucoup, beaucoup à elle, puis qui était beaucoup centrée sur elle. D'où pourquoi elle s'était attachée à son nombril. Je l'interprète comme ça. Et puis là, le fait de changer, de basculer, probablement à cause d'un problème hormonal, puis de changer de corps, puis d'avoir moins l'impact et la répercussion qu'elle a eu, parce qu'elle était quand même jeune là, quand elle fonctionnait. Là. Si moi j'avais 16 ans, puis Frisson sortait, puis qu'elle jouait dedans, ben, tu sais, on avait la même âge, là, puis elle avait pas le même budget que moi. Fait que ça a dû déteigner certaines parties de divan ou là, de tête ou d'ego ou etc. Puis elle s'est mis comme des balises parce qu'on voit que ça l'a affecté la couleur bleue qu'elle pouvait porter dans son énergie. Et ça a été comme très tranché, comme s'il y avait des miroirs invisibles là, qui bloquaient son bleu à ce niveau-là. Donc, ça n'a pas été une personne qui a été avec l'intelligence du cœur. Pourquoi? Parce que son jaune n'était pas assez fort, ça, première affaire. Et puis là, ben, quand tu n'as pas vraiment le moral, puis tu y vas avec l'intelligence sèche, c'est-à-dire d'y aller juste avec la tête et l'ego, ben, ça crée déjà à ce jeune temps-là un mouvement de tristesse qui avait déjà commencé à opérer à cause du vide qu'elle avait par rapport à elle-même. Puis là, ben, tu as l'honneur qui est là, puis là, ça mousse l'ego, puis là, ça circule, puis là, ben, fait que ça a été pas nécessairement intelligent de la manière qu'elle a développé ses contacts, parce que tout lui était comme acquis d'emblée. Fait que, à rentrer dans le divan assez rapidement. Puis je le vois parce qu'à 16 ans, déjà là, c'était très prononcé chez elle dans son énergie et tout ça. Et puis, le problème dans tout ça, c'est que ça moussait sa mémoire et ça créait une espèce de grand vide, comme si elle n'avait pas reconnu ses liens ancestraux et porté une valeur là-dessus. Il manque une chaleur à son chakra-cœur pour être une personne très chaleureuse. Mais là, son discernement a dû changer parce que son ego a dû s'adapter à cause de la souffrance qu'elle a portée par rapport au jugement des autres. Et grâce à ça, elle a pu refaire un petit peu plus force à elle-même. Ça l'a forcé à revenir à son centre, puis à changer ses jugements par rapport aux autres, par rapport à la société, sans nécessairement s'embourber là-dedans. Et là, c'est comme une fonction de l'autonomie qui a dû comme lui permettre d'accéder un petit peu plus rapidement à l'intelligence du cœur qui lui a amené une force. Et aujourd'hui, elle l'a un petit peu mieux combinée, mais elle n'est pas bien enracinée. Donc, c'est pas bien ancré en elle avec la Terre et avec sa mission de vie. Donc, son projet à elle, ce que je vois là en ce moment, elle cherche encore un peu, mais avec un arrière-fond de peur. Donc, elle est encore en crise d'identité et ça fait encore en sorte que son bleu, que son jaune sont pognés dans les angles de miroir qui ont de la misère à la ramener au reflet de qui elle est. OK. Je viens de réaliser quelque chose. Elle a eu plusieurs relations, généralement qui duraient un an. Les relations s'enchaînaient. Puis, euh,
depuis 2012, elle est en couple avec la même personne. Puis curieusement, 2012, c'est une année importante, entre autres, parce que c'est l'année de décès de sa mère. Donc, je sais pas si c'est une coïncidence qu'elle a trouvé une stabilité en relation depuis le décès de sa mère. Il y a une sécurité qui est allée chercher là-dedans. Effectivement, il y a un lien là-dessus. Puis quand tu disais au niveau de ses relations, moi, ce que je voyais, c'est que ça marchait pas parce que son cœur n'était pas impliqué dans aucune d'entre elles. Ça, c'est une affaire. Puis l'homme avec qui elle est maintenant, il y a une meilleure concentration de jaune. Fait que, il y a un apport sécuritaire, ben, qui l'amène à se sentir en sécurité. Puis c'est surtout le réconfort lorsqu'elle ne file pas. Donc, il y a vraiment c'est de la sécurité qui est là pour venir combler, dans le fond, ce que son ego a eu comme faiblesse par rapport à la popularité d'antan. Fait qu'il y a un tranchement là. Puis elle est là parce qu'il a su l'aimer de façon inconditionnelle, puis c'est sûr qu'il la sécurise. Fait que même si elle a grossi, il est resté là pour l'aimer, elle. Fait qu'elle a eu la chance d'avoir un prince charmant, c'est aussi simple que ça. Maintenant, je peux pas dire qu'elle l'aime véritablement fort. C'est comme si le soutien qu'il lui procure la réconforte tellement parce qu'elle n'est pas forte, tu sais, dans sa confiance de qui elle est, dans l'amour qu'elle porte de soi, que là, elle s'est comme blottie dans cette relation-là et ça l'amène à non pas faire l'effort pour revenir à qui elle est et à se reconstruire pour être autonome. Fait que ça lui prendrait une bonne dose de chair pour l'aider justement à libérer sa soumission puis à ce qui ne marche pas parce qu'elle est encore accrochée dans ce qui ne marche pas chez elle, d'où le pourquoi son système hormonal a de la difficulté à revenir comme dans une bonne traque. Mais si on regarde son potentiel, elle est beaucoup plus consciente de ce qui se passe aujourd'hui qu'elle était dans son jeune temps à cause de son caractère de diva un peu. Mais par exemple, OK, sa soumission l'amène à être très gentille. Et ça, la gentillesse, une chance qu'elle a ce don-là parce que ça lui permet de générer un petit peu plus de rose. Donc, même si se protégeait puis elle n'entrait pas en contact avec beaucoup de gens, elle a toujours eu la gentillesse pour comme faire éclater sa beauté, puis tu sais l'apparence a toujours été soutenue, puis les gens qui l'ont connue, bien que la première vague du contact qu'elle avait, c'est que, mon Dieu, elle est gentille, mais elle ne veut pas s'ouvrir, elle ne veut pas rentrer en intérêt par rapport à qui tu es. Tu sais, tu comprends-tu? Il y a une gentillesse globale qui l'a sauvé beaucoup, mais qui est pas forcément rentrée dans des éclats profonds. Puis si je regarde son niveau de gentillesse aujourd'hui, il est encore là. C'est encore une personne très gentille, mais qui ne s'est pas reconnue, qui ne s'est pas ouvert, puis qui ne s'est pas réalisé. Elle est encore en propre combat avec ses énergies à elle. OK, Ça prend de la d'accord. maturité encore, je veux dire, là, pour implanter un arbre solide. Puis, son âme s'en va dans cette direction-là, fait qu'elle va encore se transformer avec le temps. Et si je regarde dans 20, 25 ans plus tard, son bleu va être mieux. Fait que, elle va y arriver à gagner. Au niveau de son arbre de vie, c'est là que ça joue sur son âme pour être capable de redresser la partie, c'est dans son côté de son énergie féminine en passant, là, qui a eu sûrement des complications à cause de la quantité de tristesse qu'elle portait. Mais il y a une belle évolution qui se mesure dans son âme parce que dans 20, 25 ans, elle va avoir plus de rose, plus de jaune, plus de bleu, puis elle va avoir réussi à revenir à une force qu'elle possédait en elle qu'elle n'avait pas saisie encore. Fait qu'elle a quand même des bonnes assises pour son évolution à venir. Puis, elle va être dans une meilleure situation, dans une meilleure condition dans la soixantaine. Puis, elle a encore des choses à nous livrer. Fait que c'est pas quelqu'un qui va disparaître totalement, même s'il y a eu des grands trous dans sa carrière, là, il y a quand même une force qui va venir du repos. Effectivement, le repos, elle a compris que c'est une dose pour elle pour revenir à qui elle est. Fait que, elle va y arriver. Elle va avoir la maturité de placer tout ça d'ici les 20, 25 prochaines années. D'accord, parfait. Sa mère était orthophoniste.
Son père, technicien en médecine, puis elle a aussi un frère. Intéressant. Belle dynamique de famille. C'est pas quelqu'un qui en veut à sa famille. Ça n'a pas été compliqué. Elle a un beau sourire par rapport à son ensemble familial. Fait que, elle a eu la chance d'avoir ça. Son frère est un petit peu plus dans l'ego, puis il l'a brassé un peu dans son sentiment de compétition. Fait que déjà là, elle s'est dénaturée dans son énergie féminine, tu sais, pour rentrer un petit peu plus dans son masculin. Puis c'est peut-être aussi ce qui a apporté des complications dans son adolescence, puis dans son début de jeune femme, là, d'y aller un petit peu trop à la masculine. Donc l'ego a compensé beaucoup. Puis en même temps, quand tu regardes son énergie féminine, ben, il y a des peurs là-dedans. Elle se sent très seule. Elle est isolée aussi. Fait que c'est ça le problème de Jennifer Love Hewitt, c'est qu'elle n'a pas réussi à l'équilibre de son énergie yin-yang. Et là, ben, en se déconnectant de sa partie féminine qui a plus peur, qui est plus dans la tristesse, ben, elle est rentrée plus dans la rigidité, puis là, ben, son ego a embarqué, puis là, ça crée quelques défragmentations. On le voit au niveau de son troisième œil, son diamant, il est comme cassé justement parce qu'elle est passée dans une table trop analytique, trop de jugement, trop de calculs. C'était trop cérébral. Là. C'est là qu'elle a manqué, là, parce que elle aurait pu bien connecter avec son âme puis suivre son parcours de mission de vie, mais son pied droit, il était pas bien ancré, puis il y a même une fissure à sa cheville droite. Fait qu'elle est rentrée comme plus dans la compétition de l'ego stimulé par le masculin. Là. Ça a été ben, un choix qu'elle a fait, mais ça y a coûté en conséquence, entre autres au niveau du dérèglement de son système hormonal, qui aurait été peut-être plus facilement, euh, moins difficile si elle avait eu une belle ouverture au niveau de réception par rapport à son énergie féminine. Ça aurait aidé à régler son système hormonal qui a créé tant de problèmes. OK, d'accord. Elle était extrêmement précoce dans le développement de sa créativité dans les arts. Très jeune, elle chantait, elle jouait de la claquette, elle dansait, faisait du théâtre. Puis j'ai vu à 3 ans, elle a chanté la chanson The Greatest Love of All. Puis j'ai fouillé un peu à savoir quelle était l'origine de la chanson. Puis c'était en fait une chanson euh, pour Mohamed Ali. Ah oui? Oui, c'est pour un film biographique de Mohamed Ali. Donc je trouvais ça intéressant. Évidemment, ça a été repris par Whitney Houston, là, mais Ouais, ben Mohamed Ali, pour ceux qui viennent d'arriver dans l'émission, on l'a fait avec Will Smith l'année passée. Alors, c'est une émission qui est accessible sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aller l'écouter. Mais Benoît est spécialiste de faire des liens entre les invités qu'on a déjà vus dans les émissions précédentes avec celles qu'on voit aujourd'hui, dont entre autres, pourquoi qui est ressorti avec Whoopi Goldberg. Tantôt, c'est une émission qu'on avait faite avec Queen Latifah l'année passée aussi. Alors, c'est intéressant. Mohamed Ali, je vais t'avouer, ça n'a pas trop percuté parce que c'est une énergie jaune et rouge, Mohamed Ali. Je crois qu'il a été au courant qu'il y a eu un hommage qui lui a été fait, mais pas suffisamment pour qu'il devienne un guide à Jennifer Love Hewitt, excusez. Mais ce qu'il me dit là, c'est que si elle a besoin, ils vont être là pour elle. Mais c'est une énergie jaune et rouge qui est trop masculine. Fait que c'est pas un guide. Elle devrait se reposer avec d'autres guides plus féminins, plus souples, avec justement des couleurs qui lui conviennent mieux, le bleu, le jaune, le rose. Alors, elle a besoin d'aller là-dessus. Mais ce que je vois au niveau de son troisième œil, c'est que là, elle a emmagasiné plusieurs énergies sombres. C'est sûr, quand tu t'en vas jouer dans des films d'horreur, puis là, on va le voir parce que avec notre invité qu'on va voir à la fin de l'émission, Alfred Hitchcock, là, tu trouves des canaux dans des parallèles bizarres, puis ça aussi, tu restes pogné avec. Ce qui a défragmenté son cristal en troisième œil, parce que j'en ai parlé tantôt, je reviens, c'est qu'elle a emmagasiné plusieurs portes qu'elle n'aurait pas dû ouvrir. Et elle a été perturbée avec ça, mais ça a été mal géré, c'est-à-dire ça a été enfoui et c'est loin dans ses énergies en arrière, mais elle a de la colère, de l'agressivité qui est encore attachée à ces ponts-là, qui devrait être déconnectée de son troisième œil, puis au moins avoir la paix, tu sais, avoir eu la chance de faire un ménage des énergies accumulées de son passé pour justement s'ouvrir, peut-être avec la méditation, elle n'est pas fermée à ça,
Ça lui amène même du courage pour faire face aux gens. Mais elle a besoin de faire le plein de sa lumière. Ça fait longtemps qu'on le voit, qu'on le sait. Puis là, tu vois, elle a une énergie un petit peu plus autonome dans son jaune parce qu'en identifiant son besoin de faire le plein de lumière, il y a quelque chose qui est activé dans son âme, puis probablement va venir avec dans la matière, mais ce qu'elle m'a répondu dans la matière, c'est que elle est, ben, pas physiquement, mais ce qu'elle vient de me dire, c'est qu'elle a un entraîneur qui surveille ce qu'elle mange, puis qui l'amène à faire un peu de yoga. Fait qu'elle a comme commencé le chemin. Puis ça me confirme, parce que tu sais, quand je voyais justement qu'elle allait y arriver dans 20-25 ans, ben ça se fait pas tout seul. Fait qu'elle a déjà commencé de cette forme-là, bien qu'elle n'est pas capable de se déposer complètement en méditation. Fait que là, son âme est en train d'ajuster quelque chose qui va pouvoir lui permettre de se recevoir plus facilement. Mais en tout cas, ça continue à déconnecter des parties qui avaient justement énergétiquement, qui ne répondent plus à ces aspirations d'évolution de l'âme, si on peut dire. Puis il y a un ménage qui se fait. Fait que c'est ça qui est le fun avec Jennifer, c'est qu'elle est quand même prête à bouger en son âme, en son énergie. Et puis, ben, c'est un honneur pour nous de vous partager ça et de l'accompagner là-dedans. Pendant environ 5 ans, elle a joué dans une série appelée Ghost Whisperer, dans laquelle elle avait le don de communiquer avec les morts pour transmettre les messages de leurs proches aux gens qui étaient toujours dans la matière. Puis je me posais la question, avec cette expérience-là, est-ce que ça a joué au niveau de sa spiritualité? Bon, en passant, elle a le don de la télépathie. Ça fait partie des forces qu'elle a avec son bleu, qu'elle a sublimé un peu, si on peut dire. Mais son don, il est encore très haut. Il n'est pas descendu dans la matière, dans son corps physique, puis c'est bloqué au niveau de son troisième œil qui fait une espèce de boule entre ses aptitudes psychiques et ses capacités. Elle aurait voulu, elle aurait eu hâte de pouvoir fonctionner comme ça, mais ça s'en va dans ses aptitudes qu'elle va réussir dans plus de vies futures. Donc, sa troisième prochaine vie, elle va être capable que ça soit pas de la fiction, mais d'y arriver par elle-même. Fait que ça, c'est très intéressant comme instrumentalisation de ses dons, si on peut dire, si on peut les mesurer. Donc, elle va être capable de le faire, mais il faut qu'elle passe 2 prochaines incarnations pour arriver à avoir ce don-là lors de la troisième future. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que il y a des énergies là-dedans qui n'ont pas juste rehaussé ses aptitudes divinatoires, mais que, au contraire, elle a encore l'impression qu'elle est hantée. OK? Puis c'est ça qui se passe. C'est comme ça, elle n'a pas réussi à faire la paix avec ses propres fantômes, si on peut dire. Puis ça, c'est normal parce que quand tu es plus vide, ben, l'énergie va quand même combler cette partie-là non habitée, mais pas nécessairement par quelque chose de lumineux, de respectueux et d'évolutif. Fait que, il y a quand même des portes qu'elle a ouvertes, pas aussi graves que Heath Ledger, si on vient à cette émission-là, mais qui a réussi quand même à se déshabiter de ces espaces-là qui la hantent encore aujourd'hui. Alors, ça y prendrait beaucoup d'animaux guides, dans le verre surtout, pour arriver à rehausser toute cette partie-là. Malheureusement, je pourrais l'accompagner là-dedans, mais ça a l'air que c'est pas de même que ça marche dans la vie quand tu es une vedette et que tu habites loin de moi. Mais ce que je peux faire, par exemple, c'est de lui mettre un chaman. C'est un allié de femme bison blanc, mais un homme qui va se mettre comme à côté d'elle, en arrière, sur sa gauche, pour venir comme ramener l'espèce de stabilité dans son énergie féminine qu'elle a besoin pour entreprendre ce cheminement-là. Un, de reconnaissance de qui elle est, mais deux, de libération de son chakra-cœur qu'elle a elle-même sacrifié pour le profit de son ego, et etc. Ça s'est mélangé avec l'espoir, puis des craintes, et un peu d'auto-sabotage, ça a été difficile. Puis encore là, ce que je vois en lien avec sa mère, c'est qu'elle avait à manger aussi beaucoup ses émotions par en arrière, comme une manière de gérer son stress inconscient, ou essayer de combler le vide qu'elle avait aussi avec un petit peu plus de ben, il y a du ressentiment là-dedans, mais c'est pas la nourriture qui pouvait combler ce trou-là. C'est définitivement plus sa présence. OK, parfait.
Je vais présenter sa deuxième trame que tu as choisie, c'est I'm Gonna Love You. Ouais, ben ça vient de sa réalisation, effectivement. Mais je vais t'avouer, Benoît, ça fait longtemps que j'ai pas fait. J'ai pas, ça fait longtemps que j'ai fait les trames sonores parce j'ai été prête, là. Mais là, tu me dis ça, puis c'est pas quelque chose qui me revient, là. Je sais pas c'est quoi. OK, bon, pas de Mais toi, tu problème. l'as écouté récemment, peut-être, mieux de le présenter? Euh, ben moi-même, ça fait un petit bout de temps que j'ai préparé l'émission, donc Mais c'est malheureusement, j'ai pas les détails, mais Ben, c'est un petit peu ça, OK? Ce qui se passe, c'est représentatif. Ce qu'elle livre n'arrive plus nécessairement à nous rejoindre puis à percoler. C'est malheureusement la faiblesse de sa présence d'âme qui génère ce type d'énergie-là. Puis regarde, même si j'ai pris le temps de le faire, même si ça fait quelques semaines, ça n'a pas percolé, ça me reste pas. Fait que c'est triste, mais ça vient d'une énergie d'abandon qui est là depuis l'adolescence, qui aurait pu être rehaussée par sa lumière jaune. Et puis, ça aurait eu un magnétisme un petit peu plus fort, plus attractif, tu sais, plus attractif. Elle l'a eu, elle l'a perdu, elle l'a pas maintenu. Puis là, aujourd'hui, c'est difficile à ramener. elle a joué dans plusieurs films au cinéma, à la télé. Elle a sorti 5 albums de musique. Elle a joué dans des clubs musicaux. Elle a écrit un livre sur les relations amoureuses, puis elle est créatrice d'une BD. Quand même, hein, au moins, elle a pu se réaliser. C'est très bien, avec de nombreux projets comme ça. Ouais. Sa fortune est à 22 millions. Ben, c'est pas pire parce que c'est des millions qui se sont faits dans le temps où l'argent valait moins qu'aujourd'hui, là. 22 millions, mais quand que ton apogée a été fait dans ton adolescence puis dans ta début de vingtaine. Puis tu vois, au niveau ces 5 CD, moi, je sais pas que j'écoute la radio tout le temps, mais j'ai pas eu vent qu'il y a eu un tube qui a percé et qui nous a rejoints. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir un animateur qui disait, Hey, c'est Jennifer Love Hewitt qui fait cette chanson-là, un grand succès de l'heure. Fait qu'il y a comme quelque chose qui a pas levé au niveau de son chant, de son côté artiste aussi, là, comme exemple, la claquette, et etc. Il y a quelque chose qui a comme qui a pas percolé. C'est ce que j'essayais d'expliquer tantôt. Elle a quand même plusieurs œuvres caritatives, lutte au cancer, sida, diabète, les abus, toxicomanie, troubles mentaux, soutient aussi l'éducation, l'environnement, droits de l'homme, les femmes et les enfants. Ça, c'est très génial. Tu sais, quand je te disais qu'il y avait un fond de gentillesse chez elle, ben là, c'est ça. Puis c'est des implications qu'elle a à cœur. Puis qu'elle s'est battue pour ça réellement, parce que c'était une manière qu'elle avait de prendre soin d'elle aussi et de ces espaces-là. Et en même temps, comme je te disais, son rose est basé sur, la gentillesse est basée sur du rose. Fait que c'était important pour elle qu'il y en ait un peu partout de cette fréquence-là parce que ça lui a amené à faire des pardons, ça lui a amené à se réconcilier avec les gens. Ça a été très important, ces implications. Puis non seulement je te dirais ça, mais ça lui a permis de solidifier la femme qu'elle est. Alors, ça a été très important qu'elle passe par là parce que ça construit pas sa notoriété, mais sa confiance en qui elle est. Et elle est capable de se battre, elle est capable d'en prendre des dossiers à charge, etc. Puis en passant, elle avait le don de la justice, dans le sens qu'elle aurait pu être une excellente avocate, puis je lui suggérais ça pour son évolution, de se ramener dans un film où elle est avocate. Donc, ça ne mettrait pas l'enfance sur son physique. On pourrait l'aimer pour qui elle est, où elle est rendue maintenant. Puis elle serait très appliquée, très consciencieuse, minutieuse. Je vois qu'elle a un petit problème de concentration. Elle fait partie un peu des TDA de ce monde. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ça serait quelque chose qui serait fait avec beaucoup de vigueur. Elle est très rigoureuse là-dessus, puis elle arriverait vraiment à nous convaincre parce qu'elle a le don de la justice. Fait que ça serait dans les scénarios idéaux, là, ça avait lâché la claquette puis les films d'horreur un peu, là, de revenir en avocate ou qu'elle ait pris 30 livres, 50 livres, c'est pas grave, ça change rien, là. Il y en a des avocats qui sont plus
ou, tu sais, ou moins. Fait qu'on pourrait comme l'avoir à elle là-dessus. Puis ça marcherait, ça serait quand même une bonne histoire qui plairait aux producteurs, puis qui pourrait même se scénariser rapidement et de se manifester aussi à une réalisation. Mais je vois qu'il y aurait un 3 ans. C'est un film qui prendrait 3 ans à peut-être concevoir et placer, etc. Ben, je regardais, je disais, serais-tu capable de, tu sais, de se prendre un projet puis de le faire elle-même, mais elle se sent tout seule. Fait qu'il y a vraiment une ligne de contact qui est rompue, qui est pas réorganisée pour que ça puisse être à son avantage en ce moment même. Ce serait peut-être plus difficile. Mais si on regarde dans son potentiel, là, ça serait vraiment la meilleure des choses. Quitte à avoir une scène un moment donné, elle est dans un bar, elle se sent un peu seule et tout ça, puis elle décide de chanter dans le micro, là. Tu pourrais rajouter des aptitudes qu'elle a au personnage de l'avocate. Mais ça serait pas concentré sur ça, là. C'est vraiment au niveau de l'exploitation de ses talents à partir de sa propre lumière qui ferait une grosse différence dans la bannière, ben, dans la balance, parce que c'est sur la compassion qui pourrait amener justement à percer l'écran, puis à faire tomber les fils, puis à ce qu'elle pourrait reprendre un genre d'autonomie de carrière là-dedans. Fait que c'est vraiment sa compassion qu'elle doit miser pour arriver à percer à nouveau. Parfait. Moi, je voulais juste souligner deux liens qu'elle avait avec des célébrités qu'on a vus précédemment. Elle a joué dans le film Sister Act 2 avec Whoopi, puis elle dit c'était une de mes plus belles expériences, puis que Whoopi, elle est la reine la plus gentille et sympathique. Oui, tout à fait. Elle fait une jeune, en fait, j'aurais pu mettre ça, mais elle a pas elle a pas un chant principal, elle a pas de solo, elle se dégage pas du troupeau. On sait juste que c'est elle, mais elle parle un peu. Tu sais, c'est pas un gros rôle qu'elle a eu. Puis je sais parce que Sister Act, ça fait partie de mes tops. Je le connais par cœur. Je l'ai revu et revu et revu. Et j'ai même hâte qu'on fasse l'émission spéciale Sister Act 3. Surtout que Maggie Smith, la mère supérieure, est décédée récemment. Fait que ça va être intéressant d'aller faire un spécial Rock'n'Run 3, mais effectivement, Whoopi, c'est la reine de la lumière qu'elle porte en soi et tout le monde a l'effet de ce magnétisme-là, de cette attraction-là. Fait que je suis très d'accord avec elle que c'est dans les plus grandes occasions de sa carrière, même si ça a été un rôle qui était très petit. Tu sais, c'est une gang de jeunes, fait qu'on la voit un peu, mais pas tant. Mais tu sais, on n'a pas toute l'ambiance du plateau quand on voit le film, là, c'est sûr. Puis je vais terminer avec le fait qu'elle a joué dans le tournage du vidéo de Hero, la chanson Hero de Enrique Iglesias. Puis apparemment c'était un tournage émotif parce qu'il y avait la mort récente de la chanteuse Alia. Puis Enrique, apparemment, il pleurait couramment à travers le tournage. Ah, si ça complique un peu les choses. Benoît, c'est parce que ce que je vois, c'est qu'elle a, Jennifer, a un garçon très, très près de elle. Quand tu dis qu'elle a eu des enfants, elle a-tu son gars ou je vois-tu juste l'âme en énergie ou qu'est-ce- Elle a deux gars, une fille. Ah, qu'elle en a trois? Oui. Ouais, bon, je sais pas pourquoi, là, mais elle a un gars très, très proche d'elle qu'elle traîne partout. Je sais pas pourquoi. Je suis pas capable de voir si c'est un de ses garçons incarnés ou un futur garçon qui était là. Peut-être qu'elle aurait pu en avoir un quatrième. Bref, il y a une âme d'un petit gars qui est encore très, très près d'elle, puis qu'elle chérit beaucoup aussi. En tout cas, c'est pas un genre d'information utile. Je serais curieuse de voir pourquoi que malgré tous ses enfants, ce que je vois, c'est qu'elle a son petit gars avec elle dans les mains puis qu'elle est encore préoccupée ou concernée par ça. Fait que c'est comme une OK. énergie qu'elle n'a pas réussi à dépenser. Puis là, ben, faudrait que je creuse un petit peu plus avec elle, mais en tout cas. OK, parfait. Ben, ces deux plus vieux ont 11 ans, 9 ans, puis le plus jeune, 3 ans. Ouais, ben c'est ça, il est pas plus vieux que ça, le petit gars qu'elle a. Fait que bon, ben, je sais pas si c'est un gars, mais c'est une âme masculine. Puis ça, c'est peut-être quelque chose ben pas qui l'empêche, mais tu vois, tant et si longtemps qu'elle a son tout petit gars, puis son énergie tourne autour du tout petit bébé, là. Il y a peut-être pour ça qu'elle est pas disponible pour d'autres choses. Son énergie est là-dessus, advienne que pourra. Fait que
C'est vraiment ça qui est là maintenant. Fait que c'est pas ses enfants plus vieux, son chum, ça, sa carrière ou quoi que ce soit. Son attention est là-dessus. Je regarde, je dis, c'est-tu parce que le bébé il est malade ou tu sais, qui a besoin de plus d'attention? Non, je sais pas au niveau de la maladie. C'est vraiment comme toute son attention va là. Fait que c'est pas à cause que ça demande plus de soins parce que c'est problématique ou compliqué ou quoi que ce soit, là. Mais là, c'est sûr que quand t'es mère puis t'as une osmose avec une âme bébé ou jeune, très jeune comme ça prend beaucoup de détachement pour dire, OK, je vais poursuivre avec d'autres choses. Fait que moi, je suggère de prendre le temps, tu sais, à 22 millions, c'est pas super beaucoup, mais en même temps, elle est capable de pouvoir bien vivre le restant de sa vie avec l'argent qu'elle a fait quand elle était jeune, si elle fait attention à ses dépenses, tu sais. Fait que c'est ça. Fait qu'elle prend le temps en ce moment, elle est avec son garçon, puis c'est là qu'elle est. Fait que il y a peut-être pas d'autres choses qui vont bouger tant et si longtemps qu'elle ne changera pas le positionnement avec son jeune qu'elle a là, encore très près d'elle, là, dans ses bras même. Parfait. Mais moi, ça conclut ce que j'avais sur Jennifer. Alors, on va terminer sur elle avec une bénédiction, qu'elle puisse se retrouver et être qui elle est, qu'elle soit libre de toute contrainte énergétique qui apaise, entre autres, ses chakras. Ça se transforme pas vite, mais quand même, il y a un petit effet d'amélioration que son âme a syntonisé. Fait que on va lui souhaiter le progrès de rejoindre son plein potentiel d'évolution et qu'elle puisse devenir une femme de cœur entier. Entièrement, un cœur entier, un cœur pleinement fonctionnel, puis elle va revenir dans une force redoutable. Et il y a d'autres projets qui vont pouvoir comme s'aligner pour elle. Fait que c'est juste d'arriver à suivre son chemin et son courant d'évolution spirituelle. Alors, je la bénis pour ça et je la remercie. Parfait, Voilà. excellent. Super. Donc, on va poursuivre avec Jenna Ortega, et je crois que c'est une de tes préférées. Ben, en fait, c'est comme la relève un peu des nouvelles têtes d'affiche là au niveau des films d'horreur. Puis moi, c'est vraiment une sphère que je consomme pas vraiment en passant. Les films d'horreur, j'en ai pas vu, là, à part le premier Chucky quand j'avais 12 ans, puis j'ai compris que les films d'horreur, c'était pas pour moi. Fait que je les ai pas suivis comme tels, les films d'horreur. Fait que même ceux que Jennifer a fait, je les ai pas vus. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que Jenna Ortega a sorti, ben pas elle, mais Netflix ont sorti une série de 8 épisodes, c'est pas long, de Mercredi Adams. Puis ma fille est arrivée, elle écoutait ça, puis là, ça percolait. Fait que finalement, je l'ai écouté une fois, puis je l'ai réécouté 2 fois, puis j'ai bien aimé ça. Ben, c'est parce que le personnage de Mercredi a des dons de la vision, grâce entre autres à l'obsidienne, la roche noire. Bon, fait que là, j'ai trouvé ça intense parce que là, une jeune femme tu sais, qui poignarde quelqu'un puis qui montre comment le poignarder, tu sais, j'ai trouvé ça trop élevé pour des adolescents, je vais t'avouer. Puis j'ai travaillé là-dessus pour essayer de libérer le plus possible et que ça ne s'enregistre pas dans mon inconscient. Fait que j'ai écouté ça avec la sagesse de réparer ce que j'avais écouté, mais c'est pas trop hard, là, tu sais. Ça reste quand même une belle histoire de Mercredi Adams. Fait que, mais j'ai beaucoup accroché sur la trame sonore de cette série-là parce que j'adore le violoncelle. C'est vraiment un don que j'ai pas développé, mais que j'ai beaucoup. Et puis, ben, mercredi, je joue du violon, fait que le violoncelle, fait que c'est intéressant. Alors, c'est pour ça que là, j'étais bien contente de la faire et que là, de vous présenter ces belles pièces de violoncelle. Entre autres, ils ont repris du Metallica, que j'écoutais beaucoup quand j'étais adolescente. J'aimais bien Metallica. Ils ont repris une tune de Metallica, puis ils ont fait en violoncelle. Écoute, moi, j'ai vraiment adoré la trame sonore. Parfait. Donc, la première trame, c'était justement tiré de la série Mercredi, puis c'était une scène de danse. Ah, ben là, oui, merci du rappel. Ben, tu sais, les gothiques, c'est un petit peu le monde des gothiques qui est dépeint dans Mercredi Adam, là. Qu'on voit des gothiques danser, c'est spécial parce que, ben, premièrement, on pense pas que c'est des modèles qui dansent, quoique il faudrait aller voir auprès de Dracula qu'est-ce qu'il y en est, là. Mais là, c'est ça, c'est le bout où là, elle est à contre-cœur, obligée d'aller dans un bal.
de finissant ou de thématique quelconque avec d'autres étudiants de son école. Et puis là, elle décide de s'assumer en dansant. Ben là, j'ai trouvé ça tellement trop drôle. Fait que je vous présente une danse de gothique. Ça vaut la peine de voir parce que c'est particulier d'arriver à faire ça aussi sérieusement parce que, en tout cas, moi, ça me fait rire beaucoup. Parfait. Donc, c'est une actrice américaine, quand même encore très jeune, 22 ans, puis elle mesure 5 pieds 1. Oui, c'est un tout petit modèle, ça tu le vois, mais le personnage de Mercredi Adam, là, elle est tout petite, toute. Ouais, en passant, si on regarde au niveau de l'âme de Madame Ortega, là, elle est dans le jaune, mais c'est un jaune qui est abrié par du noir. Fait que c'est pas, j'arrive pas à distinguer, c'est pas un noir diabolique, mais c'est un noir qui est quand même assez lourd et qui contraint un petit peu le jaune qu'elle porte. Puis elle a une force quand même parce que le jaune qu'elle a, il est pas généralisé, mais on voit peut-être un quart de son énergie où le jaune est très présent, le restant, c'est entouré de noir. Et le pourquoi qu'elle a un jaune aussi fort, c'est qu'elle a été dans d'autres incarnations une très grande fervente. Elle a beaucoup prié Maître Jésus et c'est un guide qui encore aujourd'hui est là pour la calmer à cause de la grande relation qu'ils ont eue de diverses incarnations où elle a beaucoup prié, où elle était très proche de lui. Fait que le pourquoi qu'elle a un jaune aussi fort, même s'il est juste un quart de sa boule énergétique, là, c'est justement grâce à Maître Jésus et la connexion qu'elle a eue avec lui. Le noir qui est là, j'arrive pas, c'est pas un noir diabolique parce que, en tout cas, c'est bien caché, j'arrive pas à voir c'est du noir, mais en même temps, c'est pas un noir protecteur comme Mario Lemieux, exemple, qu'on avait identifié. Alors, c'est un noir spécial qui crée de la lourdeur. Ça, c'est clair parce que ça met de la pression sur l'espace du jaune et malheureusement, ça a gagné. Il y a pas suffisamment de jaune pour pouvoir renverser la tendance qui est là, mais au moins, il est nourri puis il est alimenté par une force spéciale qui fait en sorte qu'elle ne disparaîtra pas dans tout le noir éventuellement. Donc, c'est un petit peu particulier comme lecture énergétique, là, j'en conviens. C'est pas, c'est particulier à elle. Mais c'est ça, c'est quelque chose de particulier. Je regarde ça, là, puis je suis pas capable de dire c'est négatif ou positif, mais je regarde ça, puis moi, ça m'insécuriserait. Avoir une énergie comme ça, là, où tu as trois quarts de pression de noir qui te met dessus, là, ça pèse sur le courage, puis à un moment donné, elle doit rager d'une manière ou d'une autre parce que ça émet une pression constante, même si elle sait pas c'est quoi, et elle sait pas comment. Fait que je vois que elle se réveille abruptement, c'est comme ça, quand elle dort, là, des fois, elle a des sursauts, pas des cauchemars, mais elle revient comme de parallèle, au contraire, où le noir force beaucoup, fait que ça la perturbe. Tu vois qu'elle n'est pas dans une énergie de sérénité là-dessus. Par contre, elle écoute beaucoup, puis c'est ce qui adoucit son jaune. Fait que c'est une personne qui a une oreille pour s'adapter. Elle change souvent son énergie, puis ça, elle doit être très le fun à travailler avec, puis à diriger, puis à coordonner parce qu'elle écoute. Fait que ça, c'est un avantage du jaune qui est là. C'est une personne très secrète. Ce que je vois au niveau de ses mémoires, c'est pas quelqu'un qui va s'exposer comme tel, qui, tu sais, est concentrée dans ses affaires, puis on voit qu'elle roche puis qu'elle travaille fort. Puis je pourrais même faire un petit lien avec Emma Watson qui avait cette caractéristique-là, mais plus prononcée. Tu sais, Emma Watson, elle a ouvert à travailler fort partout, dont entre autres au niveau de ses études. Là, Jenny, c'est moins gros que Emma Watson, mais tu vois que c'est une petite madame qui écoute beaucoup puis qui s'exécute tout de suite à la réalisation de ses talents. Puis c'est ce que j'ai aimé parce que Mercredi lui colle bien à ce niveau-là parce que Mercredi, elle travaille ses talents. Tu vois, elle développe sa mécanique, elle développe le don de la mécanique, elle travaille aussi beaucoup de romans, d'écriture, etc. Fait que ça ressemble beaucoup. Il y a des belles corrélations entre Jenna et son personnage de mercredi au niveau du travail consciencieusement fait. Qu'elle s'appelait. En tout cas. Tout ça pour dire, selon toi, Benoît, comment ça se passe, son début de vie dans les informations que tu as? Parce qu'elle a commencé Euh, jeune, non?
Oui, elle a commencé jeune. Elle a commencé à 6 ans d'avoir de l'intérêt pour le métier. Puis dès 8 ans, dès l'âge de 8 ans, elle a commencé à faire des auditions. En fait, elle a mentionné euh, regretter de ne pas avoir eu une expérience scolaire normale comme les autres de son âge. Ah oui, c'est plate, hein? Mhm. Hmm. Sinon, côté famille, elle a des origines mexicaines et portoricaines à travers ses parents. Elle est la quatrième de 4 enfants. Puis, côté origine, elle dit je suis très fière de mes origines. C'est important d'embrasser sa culture. Vous devez rester fidèle à vous-même sans changer pour les autres. C'est un beau message pour une jeune femme, ça. Intéressant. Oui, elle est plus fidèle à elle-même que Jennifer Love Hewitt, là. Il y a quelque chose, ben, comme je te dis, le corps de jaune qu'il a, c'est une lumière qui est très forte. Puis tu vois, le message que tu livres par rapport à ça vient de cette partie lumineuse qu'elle porte, qu'elle est. En passant, je crois qu'elle s'est fait teindre les cheveux parce que ce que je vois en énergie, elle a les cheveux beaucoup plus pâles, puis probablement a dû aller dans le noir pour son personnage de Mercredi Adams, justement. Mais tout ça pour dire que elle porte l'énergie de la victoire. Ça, c'est quand même assez concentré. Puis parce qu'elle écoute bien, elle ne tombe pas dans l'ego. Comme Jennifer a pu tomber. Tu sais, elle n'a pas les mêmes pièges. Puis elle a quand même une bonne concentration lumineuse qui la guide bien en général. Mais c'est une enfant qui est studieuse. Ben, un enfant est rendu à 22 ans, là, mais c'est une personne qui s'est comme impliquée, puis qui a fait ça consciencieusement, puis qui est très professionnelle, qui est très organisée. On voit quand même que c'est une première de classe, puis qu'elle fait bien les choses avec son petit bonhomme de son corps de petite femme qui avance bien, qui sait s'amuser, mais tu vois que c'est un concentré qui est quand même assez professionnel, d'où pourquoi je disais que c'est agréable de travailler avec elle à ce niveau-là. Mais tu n'arriveras pas à la comprendre, puis il y a quand même des sentiers compliqués chez eux, parce que tout le trois quarts du noir qu'elle qui est là dans sa vibration, là de remettre de l'ordre là-dedans. Puis là, j'ai regardé, écoute, elle va y arriver dans son incarnation, c'est-à-dire à revenir à une lumière plus centrée, plus elle-même. Puis c'est un petit peu l'apport de Sananda, alias Maître Jésus, qui va l'aider à s'organiser là-dessus. Mais elle a beaucoup de mémoire, entre autres en lien avec l'Église qui contribue à son noir. Il y a beaucoup de choses, mais avec le temps, elle va être capable de se centrer, elle, et d'être quand même assez réunie dans son énergie, qui va faire en sorte que le noir ne compliquera pas le processus comme tel à la longue, parce qu'elle va réussir à bien se définir dans sa structure. Puis dans sa structure, je la vois pas jaune, je la vois un blanc avec un petit peu de cuivré, et puis c'est ça, c'est une autre forme vibratoire que le jaune qui l'aide en ce moment, mais elle va y arriver. Fait qu'un genre de blanc, c'est pas un blanc pur luminescent, là, c'est un blanc sobre, mais quand même là, avec des reflets cuivrés ou orangés à un certain niveau qui se fusionnent avec le blanc, puis elle va arriver à bien s'unifier. Mais j'ai trouvé ça le fun qu'elle touche dans les mémoires de sorcellerie, etc., parce qu'elle avait beaucoup de ménage à faire par rapport à ça. Je vois une incarnation où elle est à Boston, justement, dans les temps dans les années 1700, etc. Là. Fait que c'est le fun parce que c'est une thématique qui a été reprise un peu par Mercredi, pas au niveau de Salem, mais au niveau de l'histoire un peu. On peut voir des choses là, comme la persécution d'un village dans un établissement qui brûle, etc. Donc, c'est toutes des choses qu'elle a traversées dans ses anciennes incarnations, puis c'est un petit peu sa force de jeu parce qu'elle sait, elle connaît, elle le porte. Fait que ça se transpose bien à l'écran. OK, parfait. Euh, Comme tu mentionnais, elle est très connue pour ses rôles dans les rôles de films d'horreur, mais elle dit qu'elle veut être connue pour sa polyvalence dans différents rôles, puis que plusieurs la considèrent comme une future grande star. Parce qu'elle est consciencieuse, minutieuse, elle travaille bien, elle est facile d'approche, mais je vais te dire, mercredi va lui percoler beaucoup.
parce que, tu sais, c'était Christina Ricci qui avait là, le rôle de Mercredi, mais on n'avait pas accroché sur le personnage qui avait l'air dingo un peu, là. Elle, au contraire, c'est un personnage qui a beaucoup de bon sens, puis qui a une grande intelligence, puis elle est en train de bien le définir. Fait que même, tu sais, ça va toujours rester Mercredi Adams d'une manière ou d'une autre. Fait que, tu sais, elle pourra pas arriver, exemple, à avoir un grand rôle. Ben, je dis pas qu'elle va pas y arriver, mais il y a, il y a- il y a quand même quelque chose dans les films qui touche, qui ne va pas chercher la majorité des gens. Fait que pour arriver à se ressortir dans une toute autre image, il faudrait qu'elle change ses cheveux, il faudrait qu'elle change vraiment beaucoup de choses de dynamisme pour ne plus l'associer à Mercredi Adams. OK, parfait. J'ai vu que plus jeune, enfant, j'imagine, elle était très, très bonne joueuse de soccer, puis qu'elle a presque choisi une carrière en soccer plutôt que comme actrice. Je me posais la question si elle avait comme modèle ou comme des célébrités qu'on a déjà vues, exemple Lionel Messi ou d'autres. Elle n'aurait pas réussi dans sa carrière de soccer, fait que c'est une bonne affaire qu'elle ne l'ait pas choisi. Ce que je vois, c'est qu'elle aurait été souvent à terre. Tu sais, plaquée à terre, etc. Fait que c'est pas là qu'elle aurait réussi, même si elle aimait ça, puis ça y changeait les idées, etc. Mais c'est pas là-dessus, dans son plan de vie, c'est pas là-dessus qu'elle allait réussir. Puis non seulement ça, mais je te dirais, ça fait déjà plusieurs années que cette idée-là est loin derrière elle. Fait qu'elle a réellement fait le bon choix de suivre cette voie-là parce qu'elle n'aurait pas eu le succès, ça n'aurait pas monté. Elle aurait peut-être gagné son tournoi, mais après ça, il n'y a comme plus rien. Il n'y avait rien qui suivait dans cette direction-là. Fait que je le vois plus comme un passe-temps pour s'amuser, puis peut-être avoir des relations amicales avec des gens, etc. Mais il n'y avait rien d'autre de plus là pour elle. OK. Tu mentionnais plutôt qu'elle était très secrète, puis d'ailleurs, on a très peu d'informations sur ses relations amoureuses. C'est une autre affaire parce que c'est embrouillé chez elle. C'est pas sur une voie claire. C'est pas défini en ce moment même si elle va faire un choix amoureux avec un homme ou elle va faire un choix amoureux avec une femme, quoique le niveau de la femme est beaucoup plus bas que l'hétérosexuel. Fait qu'on, mettons un 60-40, je pourrais te dire ça de même. Puis en même temps, elle veut prendre le temps à l'amélioration de ses talents. C'est surtout là la priorité est. Puis elle travaille beaucoup, elle a beaucoup de rôles. Ce que je vois, c'est que elle est très occupée, elle est très en demande, elle est obligée de faire attendre des projets le temps qu'elle finisse les siens. Fait que ça remplit, tu sais, une personne minutieuse va prendre le temps de bien le faire. Ben, quand tu fais bien ça, ça laisse pas grand place pour d'autres de tes choix. Puis des choix amoureux n'étant pas la priorité numéro un chez elle, c'est plutôt en arrière-plan. Puis ce que je vois, c'est qu'elle n'a pas réussi à faire des choix là-dessus. Mais elle est curieuse, elle est réceptive. On voit que s'il y a quelque chose de prometteur, elle va le prendre. La question n'est pas là, mais elle court pas après. Puis en même temps, elle se cherche par rapport à elle-même, par rapport à la définition de ses rôles, de ce qu'elle peut apporter, etc. Fait que c'est comme plus une remise existentielle et prioritaire de ses choix de vie, puis amoureux, ben c'est en bas d'un peu de la pile de son sommet de priorité, là. OK. Tu mentionnes qu'il est très impliqué côté travail, mais aussi en œuvre caritative. Euh, Elle offre beaucoup de soutien aux immigrants, communauté LGBTQ, cancer, sida, harcèlement, soutien pour l'éducation, la santé, famille. Elle était ambassadrice pour la marque Neutrogena. Puis, elle a aussi porté à un certain moment donné un vêtement qui disait I do care and you should too. Ouais, hein, c'est déjà très impliqué pour une jeune femme, c'est le fun. Puis dans tes causes, ça a confirmé un peu ce que je venais de dire. J'ai trouvé ça intéressant.
Mais c'est ça, c'est des choix intelligents. Elle a une conscience qui la guide, puis c'est ça, je te dis, ça vient vraiment de la lumière que portait sa lignée maternelle. On voit que il n'y a pas juste elle qui a eu une belle relation avec Maître Jésus, mais on voit que sa mère et sa grand-mère ont aussi participé à ça. Donc, si tu vois le renfort de ces femmes plus spirituelles qui ont apporté, qui ont contribué justement aux réalisations, au déploiement et au choix de Jenny. Mais encore là, je vois qu'il y a une certaine mélancolie, une petite détresse aussi. C'est juste une petite vibration qui passe dans son chakra du cœur. Et tu vois, quand j'ai suivi cette vibration-là, paf, je suis tombée sur son cœur vert. Fait qu'on le voit pas d'emblée, mais il est là en arrière-fond. Fait qu'elle a déjà un bon programme de conscience déjà universel qui est intégré dans les implications et dévotions. Ok, parfait. Comme deuxième trame, tu as choisi un montage de scène de la série Wednesday Addams dans laquelle elle joue du violoncelle. Puis j'ai été très, 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 très déchirée parce que j'aurais voulu vous mettre la chanson de violoncelle de Metallica. En passant, il y a deux versions. Il y a une version de 4 minutes, puis il y a une version de 11 minutes sur YouTube. Faites juste taper la trame sonore de Mercredi Adam, puis en tout cas, ça va tout sortir, dont entre autres le Metallica. Mais là, j'ai pris, dans le fond, pour faire honneur à cette série-là, justement, à ce petit montage-là. Puis c'est le fun parce que tu vois la main qui tourne les pages pendant qu'elle joue, tu sais. C'est intéressant. Mais en tout cas, ça donne un peu. Ça vient vraiment du film, fait que ça s'est pas concentré juste sur la chanson du violoncelle. Tu vois les autres personnages qui entendent le violoncelle et puis qui ça rejoint aussi les autres personnages. Fait qu'en tout cas, je trouvais que c'est quand même un beau morceau de violoncelle et je voulais vous le partager. Parfait, merci. Je mentionnais qu'elle a commencé à avoir de l'intérêt pour le métier d'acteur dès ses 6 ans. Puis elle a dit spécifiquement que c'était en voyant un film dans lequel Denzel jouait et qu'elle trouvait que c'était l'homme le plus cool qu'elle avait jamais vu. Puis c'est à ce moment-là qu'elle a réalisé qu'elle voulait changer le cours de sa vie, qu'elle pouvait avoir de grandes ambitions comme devenir présidente ou astronaute, etc. Bon, quand elle dit devenir présidente, là, pour que ce potentiel arrive, il va falloir qu'elle soit toute dans son jaune. Il faudrait plus qu'elle ait du noir pantoute pour que ça marche. Ça, j'ai été saisie par la vision que j'ai eue. Fait qu'elle pourrait y arriver, mais il va falloir qu'elle y aille dans toute sa lumière et non plus qu'elle porte le trois quarts de noir qu'elle porte. Fait qu'il y aurait un tournant de conscience à faire et elle serait supportée par les blancs, par les jaunes, avec un petit filet de rose fuchsia en arrière-plan. Fait qu'elle pourrait aimer ça, être là-dessus. Puis elle est déjà bien organisée dans son timing, coupé au ciseau de tout ce qu'elle a à livrer. Fait que déjà là, tu vois qu'elle est capable d'être responsable, d'avoir un horaire très chargé. Denzel Washington, là, on a fait une émission de Denzel Washington Beyoncé que vous pouvez aller regarder sa chaîne YouTube si vous ne l'avez pas entendu à ce moment-là. Mais il y a quelque chose de très magnétique chez Denzel Washington qui influence énormément beaucoup les gens en arrière-trame à cause de sa droiture et sa sagesse d'homme qu'il porte et qu'il inculque à la perfection. Et ça a des résonances sur les gens. Mais si tu regardes la fréquence verte de Denzel Washington puis la jaune de Jenna, c'est pas compatible au niveau des familles d'âmes. Cela dit, je vais plus loin, c'est qu'elles se sont déjà connues, Denzel et elle, dans une autre incarnation. Et dans une autre incarnation, c'est ce que je vois, c'est qu'il y a c'est comme si Jenna est homme et Denzel est femme et Jenna homme regarde Denzel femme mais qui est pas qu'elle est trop gênée, trop gênée, mais il l'adore, il l'admire. En tout cas, il est comme envahi du sentiment d'amour pour cette jeune femme-là, mais il y a un fond de tristesse parce que Jenna Ortega, homme, n'a pas réussi à s'approcher
tu sais, ne serait-ce, je la côtoie, je lui parle un peu. Là, ça a été vraiment un tsunami qui la saisissait. Il n'était pas capable de franchir le cap de l'émotion, de l'éblouissement pour arriver à lui parler. Puis quand elle réussit à lui parler, ce que je vois, c'est que Denzel il était un peu fidèle à lui-même, c'est qu'il a répondu, mais pas tant. Fait que ça a été comme une femme froide d'accès, où là, même si tu fais tous les efforts pour t'en approcher, mais il va réagir neutrement, comme si c'était n'importe qui d'autre, ou etc. Donc, lui, il a comme pas percuté. Ben, elle, je m'excuse, ça mélange un peu quand les sexes sont inversés comme ça. Fait que Denzel femme n'a pas percuté à la reconnaissance d'un il, Jenna Ortega. Et puis, ça crée comme une espèce de distance et malaise qu'elle n'a pas réussi à franchir. Fait que là, c'est drôle parce que de la manière que tu me contais ça, c'est que là, aujourd'hui, elle admire beaucoup et il fait beaucoup d'effets. Fait qu'on voit encore la même thématique de la puissance là, qu'elle éprouve en face de cette arme-là, mais qui est encore là, elle n'a pas les moyens, elle est beaucoup plus jeune. Lui, il est marié depuis des décennies. Fait qu'elle est encore dans une situation où ce qu'elle peut pas vraiment réussir à aller chercher l'effet de ce qu'elle vit par rapport à cet homme-là arme-là. Fait qu'en tout cas, je trouve ça particulier que ça soit monté comme ça là, par rapport à eux deux. Mais là, tu vois, en énergie, on vient de voir, Denzel Washington aimerait ça travailler avec elle à cause justement de sa minutie et sa profondeur d'application dans le travail qu'elle fait et de la bonne écoute qu'elle a. Puis il y a comme un accord tactique qui a été fait entre les deux hommes. Fait il a accepté de faire un projet avec elle en énergie. Puis elle s'est ressaisie tout de suite. Elle dit, OK, je vais m'appliquer, moi, travailler très, très, très fort. Puis je me suis reconnue quand moi, j'ai décidé d'aller voir où ce qu'il y avait William Shakespeare, sa place à écrire. Puis elle, avec l'accord que Denzel a dit, oui, OK, je peux faire un projet avec toi. Tu as dû l'avoir. Je me suis reconnue, tu sais, genre, oh, OK, attends un peu, là, j'ai beaucoup de choses à faire pour être prête, et etc. Fait qu'elle a, mais est-ce ça va se manifester dans la matière? Ça, je sais pas. Mais en énergie, Denzel, il a dit oui. Fait que ça pourrait aboutir à quelque chose si quelque chose il y a, mais ça va être difficile parce que ça va créer un frais. Parce que juste le fait de ramener elle dans cette énergie-là, avec tout ce qu'elle traîne en énergie par rapport à l'âme de Denzel Washington, ça va créer un malaise chez sa femme. Ça va créer un genre de froid, puis elle ne fera rien. Elle va juste être elle, puis tout là, puis ça va déranger en arrière-plan parce que l'énergie est trop forte en arrière. Je ne sais pas si c'est une énergie de désir ou de reconnaissance ou quoi que ce soit, là, mais en tout cas, elle est dans une situation où ça va être très difficile pour elle de s'en sortir, qu'elle le voit ou qu'elle le voit pas, ou qu'elle travaille avec ou pas. C'est important ces résonances-là parce que ça a changé la trajectoire de sa vie. Si Denzel Washington il a dit, garde, c'est là-dessus que tu dois aller, ben tu vois déjà son choix a été fait. Le soccer aurait pas kiffé. Et si, exemple, elle aurait eu une grande reconnaissance et résonance pour un joueur de soccer, puis qui aurait confirmé que c'est par là qu'elle aille, mais encore là, il y a des personnages comme ça qui sont des inspirations c'est des bornes d'inspiration que l'âme place justement pour te donner ou te révéler les, 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 les choix de vie qui sont importants pour la réalisation de ta mission. Puis dans le cas là, c'est Denzel, c'est une borne de conscience qui lui a amené à avancer davantage son choix. Mais tu sais, exemple, moi, j'adore beaucoup Patrick Swayze, mais j'aurais pas décidé d'être comédienne à cause de, si je veux danser avec Patrick Swayze, tu comprends? Fait que c'est complexe un peu, mais ça contribuait à sa maturité, puis à la stimuler à se reprendre, puis à se dépenser. Puis Denzel, comme je te dis, dans l'âme, il a accepté, fait qu'il va peut-être avoir un petit rôle à quelque part où ils vont pouvoir partager et échanger. Mais si je regarde l'énergie de Denzel, c'est qu'il y a quelque chose qui va être étrange. Fait qu'elle est tellement mystérieuse que il la comprendra pas, puis sa femme non plus, elle comprendra pas l'effet qu'ils soient proches. Fait que ça fait partie des angles intéressants pour quelqu'un qui veut faire un film mystérieux, d'aller la chercher elle, parce que elle déstabilise. Son énergie fait en sorte qu'on comprend pas nécessairement qu'est-ce qu'on a devant nous avec elle, là. OK, parfait, très intéressant. Euh, elle a,
elle a eu des liens importants avec d'autres célébrités qu'on a déjà vues, notamment Catherine Zeta-Jones, qui fait sa mère dans la série Mercredi Adams. Elle dit de plutôt de Catherine, elle dit, elle est très drôle et professionnelle sur les plateaux de tournage. Puis si je me trompe pas, quand on avait fait l'émission Les Douglas, dans laquelle Catherine se retrouve, t'avais aussi une trame de mercredi. Oui, j'en avais profité pour mettre une tonne de violoncelle. En fait, c'est l'émission de la fête des pères qu'on a faite l'année passée. Oui, Donc, exact. la fête des pères avec la famille des Cockless, des Douglas, mais on a mis Catherine avec Michael, son mari, on a fait un peu. Mais, tu sais, je regarde Catherine Zeta-Jones, elle trouve aussi que Jenna Ortega a une énergie étrange. Fait que ça, c'est spécial de susciter le mystère comme ça. Tu sais, c'est comme, oui, c'est le fun d'embrasser de la relève. Puis Catherine Zeta-Jones, elle a beaucoup de jaunes, fait que ça a pu bien communiquer avec le jaune de Jenna. Le problème n'est pas là. Puis en passant, les deux ont déjà été sœurs et élève dans un couvent. Fait que j'ai trouvé ça drôle un peu que dans l'histoire de mercredi, la mère envoie la fille dans une école de type couvent, mais dans l'expérience de leur vie d'âme, ils ont déjà été les deux sœurs dans un couvent religieux en train de faire des études là-bas, mais Catherine Zeta-Jones était plus rebelle que l'autre, était plus vieille aussi. Fait que c'est comme si a dû sentir Jenna dans cette vie-ci qu'elle avait comme l'influence d'une grande sœur, même si c'est un rôle de mère. Il y a une complicité de sœur entre les deux. OK, d'accord. Un de ses premiers rôles au cinéma, c'était dans Iron Man 3 avec Robert Downey Jr. Ah, ça, c'est le fun de commencer de même, hein? Je comprends. Je comprends. Mais tu vois, ce qu'elle reconnaît chez Robert Downey Jr., c'est la force et la concentration. Et lui, bon, on avait parlé quand on a fait son émission, hein, il y a comme tellement un travail impeccable qui arrive à ramener le naturel dans toute situation. C'est ce qui fait son charme, puis ce qui fait aussi qu'il soit le meilleur acteur le mieux payé de tous les temps. Fait qu'elle a appris de ça. C'est ça qui est intéressant. Elle l'a pas vu beaucoup, hein. Elle n'a pas beaucoup de grandes scènes. C'est pas un personnage qui est principal. J'ai pas vu le film, hein. Je dis ça de ce que je vois en énergie. Mais elle a appris à mettre de l'ordre et de l'organisation dans la manière qu'elle entreprend ses projets, probablement ses textes aussi. OK, parfait. Puis un dernier point intéressant, on a dit précédemment qu'elle mesurait 5 pieds 1, donc assez petite. Elle a travaillé avec Danny DeVito dans Beetlejuice, puis elle s'est sentie rassurée parce qu'il était plus petit qu'elle. Ouais, puis il y a une énergie de papa réconforteur, hein, puis qui s'est amusé naturellement à ramener un style de la vision de commencer quand on est des tout petits entrepreneurs avec une grande âme. Fait que ça a été réconfortant. Mais Danny DeVito, il y a beaucoup de bleu indigo, hein. Fait que ça aide énormément les jaunes à pouvoir comme s'auto-construire dans la confiance de la petite fille intérieure qu'elle a passée. Fait que c'est là-dessus que ça a joué. Puis en passant, quand tu as dit le dernier Saint-Pied 1, parce que tu en as parlé tantôt, je ne l'ai pas vu, mais elle a grandi dans la dernière incarnation que Jenna a eue. C'était une Chinoise de 4 pieds 9 qui se spécialisait dans le dessin de petites fleurs roses Ah, à tout ça. Fait que c'était une madame qui était spécialisée dans la peinture de petites fleurs. Fait qu'elle a fait des kimonos, elle a fait des peintures, elle était spécialisée dans ça. Fait qu'elle a, puis c'est une incarnation quand même elle s'est rendue assez vieille. Elle est morte vieille, puis c'était vraiment la précision, la minution. Tu vois ses fleurs, c'est très, très, très bien travaillé. Fait elle a eu une reconnaissance là-dessus, puis c'est une incarnation où ce qu'elle ne parlait pas beaucoup. Puis c'était vraiment un travail qui se faisait de façon artisanale, mais c'était une madame qui avait une concentration de sa sagesse. Tu sais, je sais pas si c'est à cause de la culture ou quoi que ce soit. On voulait pas que les femmes parlent et s'expriment. Mais en tout cas, ça explique la retenue, si on peut dire, qu'elle a gardée, mais avec une grande sagesse. Elle a été reconnue pour son travail, etc. à ce moment-là. Fait que ça aussi, ça a été des bonnes portes d'entrée pour la reconnaissance de son travail, de sa minution dans cette incarnation-ci. On voit le 4 pieds 9 de la chinoise qu'elle a été avant, là.
OK, excellent. Moi, ça conclut ce que j'avais sur Jenna. Ben, on va la bénir et puis que ses choix se concentrent sur son jaune lumineux et qu'elle puisse, au-delà de l'argent, arriver à s'habiter pleinement. Que le trois quarts de noir puisse s'évaporer, se diluer. J'envoie le programme à Maître Jésus si on peut vider un peu, ne serait-ce qu'elle gagne un petit peu plus de jaune et moins de lourdeur. Fait que c'est là-dessus qu'on concentre ces choses. Et elle vient, très gentille, elle vient de me donner un genre de fleur de lotus, mais vivante. C'est spécial, c'est une fleur particulière. Là, je la regarde, puis je suis pas sûre si la fleur, elle va m'attaquer ou quoi. Fait que je remercie le cadeau, mais je le comprends pas. Mais je le dépose dans un genre d'aquarium en verre devant moi et là, tu vois, je suis capable d'apprécier les belles couleurs. Donc, c'est un beau blanc avec des reflets bleus. Puis effectivement, je sais pas comment tu appelles ça, mais c'est pas des racines, mais il y a comme des bras qui bougent à la fleur. Fait que je vais observer le cadeau, puis je vais voir comment je l'intègre. Mais elle me dit c'est une fleur pour le bonheur. Donc, c'est pas une fleur pour nous obliger au bonheur, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se fondre là-dedans. Fait que je la remercie. Je suis étonnée. Je vais lui en transférer une aussi avec le rose pour que sa gentillesse puisse vraiment gagner aussi. Puis ça va être j'y ai concocté comme une fleur vivante également, mais une fleur vivante dont les tentacules de la fleur vont l'entourer pour euh, une énergie bienveillance, pour de la gentillesse, pour la sécuriser, pour la câliner, pour qu'elle puisse comme avoir les aptitudes nécessaires pour décatupler l'énergie de sa déesse intérieure. Fait que voilà l'échange que je fais avec, mais je suis super contente de sa fleur. Elle est belle, elle est mystérieuse. Je sais pas ça sort d'où, de quelle planète ou quoi. Mais en tout cas, je vais prendre un temps à l'observer puis à m'adapter, à m'apprivoiser avec son genre de cadeau. Mais je la remercie, je la bénis. Notre prochain invité, c'est Alfred Hitchcock et comme thème musical, c'est la marche funèbre des marionnettes. Bon, à la base, on avait fait l'émission avec nos deux premières invitées, mais Benoît a eu le réflexe de dire, Hey, il n'y a pas de mort dans l'émission, on pourrait en ajouter un. C'est l'émission d'Halloween, ça prendrait quand même un mort. Et puis là, tu as proposé Alfred Hitchcock. Pourquoi? Ben, d'une part, parce que c'est peut-être un des plus connus en lien avec les films d'horreur ou à tout le moins le mystère, le suspense. Donc, je trouvais que c'était approprié. Bon, fait que ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est que l'année prochaine, on va faire Stephen King. Ah, on verra. Écoute, moi, j'ai dit oui, OK, on peut le mettre, mais c'est pas une énergie avec laquelle je suis à l'aise. Puis là, j'ai dit là, Benoît, tu rouvres la porte au plus laid de toutes les invités énergétiques qu'on a eues depuis le début des émissions. Alors, avertissement, c'est la moins belle énergie de toutes les invités vedettes qu'on a faites. Fait que ça, je dis OK, j'ai dit tu me mets dans une position de défi parce que là, il faut que j'aille écornifler là où j'ai pas nécessairement envie d'aller pour voir et pour me tremper là-dedans. Alors, j'ai dû me préparer, entre autres, de me remplir totalement d'énergie et de renforcer mes boucliers de protection, si on peut dire, pour ne pas attraper de cochonneries et par le fait même, vous aussi, par la même occasion. Alors, c'est le plus laid de tous ceux qu'on a vus et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que ce monsieur-là, OK, a un croisement d'ADN martienne. Puis là, c'est la première fois que je le dis. C'est que en ma capacité atlantéenne, je vois ceux qui sont comme dénaturés dans leur euh, dans leur position martienne et puis je reconnais tout de suite les martiens très rapidement et lui c'en est un. Puis tu sais on a parlé au début de l'émission là de la raison là ou du côté rationnel un peu. Alfred Hitchcock avait une atrophie du chakra du cœur comme les caractéristiques de martiens qui sont encore ou qui ont franchi la Terre. Donc c'est une personne, je vais te dire, extrêmement intelligente. Ça, c'est
très prononcé chez lui. Alors, un très bon homme d'affaires. Il était un petit peu impatient par rapport à sa femme à la maison. C'est un tempérament un petit peu bouillant, un petit peu chaud, qui aime ça avoir raison, qui aime ça avoir les honneurs, la reconnaissance des autres. Fait que tu vois qu'il y a beaucoup de caractéristiques martiennes dans son passage. Mais c'est ça, il y a une atrophie de compassion. Écoute, je te dirais l'équivalent d'un 2 piastres dans son cœur où je suis capable de voir qu'il y a du rose, mais Colin, c'est profond, c'est loin en lui, etc. Par contre, il y a le potentiel de se reconnaître. J'ai suivi le filon rose, là. Ça, c'est comme la seule chose qui m'intéresse, puis je l'ai suivi, je suis allée voir. Et effectivement, éventuellement, il va reconnaître que c'est un ange de Dieu, mais on n'est pas rendu là encore. Il n'y a pas la maturité émotionnelle pour se rendre là. Et si je regarde au niveau du temps, ça va y prendre encore pour. Il y a beaucoup de rejets. Hein. Ça, c'est quelque chose qui a marqué l'incarnation d'Alfred Hitchcock. Beaucoup de rejets. Et même quand il était jeune, le rejet est rentré vite dans sa vie. Il était obligé de se battre un peu pour prendre sa place, pour ne pas être humilié, etc. Donc, il y a eu beaucoup d'agressions, probablement du contexte social extérieur comme des amis ou des gens, des voisins qui le comprenaient pas parce que déjà là, on voit que même dans le début de son incarnation, il y avait quelque chose de travers au niveau de la manière qu'il pensait et qui l'amenait justement à rentrer dans les plus grandes forces de peur que l'humain pouvait y aller grâce à son intelligence, mais aussi au soutien de ses équipes martiennes, si on peut dire. Moi, c'est quelque chose que j'ai jamais consommé, des films d'Alfred Hitchcock, fait que je peux pas mesurer le produit cinématographique, mais peut-être toi, tu connais? Euh, je- Personnellement, comme toi, je suis pas un consommateur de films d'horreur. Par contre, je vais résumer rapidement un peu l'image qu'on a de Hitchcock, puis la raison pour laquelle il est un peu dans cette veine-là, c'est que euh, très jeune, il a commencé à être puni par ses parents et ses professeurs. À 4-5 ans, il a été enfermé en prison sous recommandation de ses parents pour qu'il sache quelles étaient les conséquences de comportements inappropriés. Puis, pendant ses études avec les Jésuites, il y a eu souvent des punitions. Il y avait toujours des craintes d'être puni, châtié. Puis, plus tard, il a dit, ce qui m'apporte le plus de plaisir et de satisfaction, c'est d'écrire des histoires de meurtre pour évoquer la peur et des cris d'épouvante. Puis, ce faisant, dans son optique, c'est un peu de faire subir aux autres ce que lui a subi. Bon, écoute, pendant que tu parlais, je suis rentrée avec Frère André dans le sujet, parce que j'ai eu beaucoup de compassion pour cette histoire-là là, en partant, et puis j'ai demandé à Frère André de m'aider à envoyer un petit peu de guérison sur le sujet. Fait que quand tu vois rejet de ses parents, rejet de l'institution, rejet de tout, là. Fait que c'est vraiment une grosse blessure de rejet et d'humiliation en arrière-trame. Puis là-dessus, ça prend de la compassion. Puis frère André, je sais pas pourquoi, j'ai pris une énergie masculine pour que ça rentre plus au poste. Je dis pas que les femmes ont plus de difficultés, les femmes guides, là, elles ont plus de difficultés, mais quand c'est des énergies martiennes de même, ça me prend quelqu'un de solide. Puis frère André, je sais pas pourquoi ça communiquait avec lui, mais c'est clair que c'est un guide qui va être capable de rehausser sa bonté, entre autres, puis de l'aider à se libérer de ces affaires-là. Mais tu sais, tu regardes dans l'inconscient que porte cette énergie-là, c'est très difficile. Puis ce que je vois, c'est que dans les années 1800, Alfred a eu une incarnation aussi, mais là, c'était pire, c'était une guerre régionale et il y avait aussi beaucoup d'atrocités. Et non seulement ça, mais il était coordinateur d'atrocités, fait qu'il en a fait vivre beaucoup. Fait que là, tu me dis, oui, il en a reçu beaucoup, oui, ok, je peux comprendre, mais c'est comme une force que cet homme-là a de pouvoir jouer à travers les sévices dans l'énergie de la Terre. Et là, il y a un parallèle jaune de l'énergie de la Terre qui s'est ouvert parce qu'elle est prête à les guérir puis à libérer tout ça. Fait que même au niveau de la tête, ça a été difficile de pouvoir gérer une telle aventure de ce que les âmes martiennes ont pu amener comme torture.
au niveau des siècles et du fil du temps. Fait que c'est là, c'est ça, c'est quand c'est une guérison qui doit unir la Terre, qui est plusieurs âmes qui ne sont pas en paix par rapport à toutes ces expériences-là. Ça prend beaucoup d'unité, puis ça prend des alliés forces, puis je sais pas pourquoi, mais frère André, c'est lui vraiment que j'ai connecté là pour pouvoir arriver à le libérer parce que il y a une espèce de passion pour les douleurs extrêmes de l'âme qu'elle puisse avoir. Puis tu vois, ça marche beaucoup parce que au niveau de l'âme d'Alfred Hitchcock, là, il y a un peu de vert, il y a un peu de blanc puis des petites bulles. Fait qu'il y a déjà un effet de soulagement qui est opéré maintenant, mais on y arrivera pas en une émission. J'ai une question importante pour toi. En quelle année est-il décédé? 80. Puis tu vois, dans cette énergie-là, c'est encore une énergie de terreur. Fait qu'il n'est pas parti en paix. Il y a quelque chose que c'est pas quelque chose qui est connu dans son incarnation. Je vois qu'il y a du diabète puis il y a un problème de cœur, mais c'est au niveau du cerveau, la pression qu'il y a au niveau du cerveau. Ses reins sont atrophiés un peu. Fait qu'il était pas très bonne santé. Il est mort de quoi? Euh, ouais, il était obèse, il avait de l'arthrite, il a eu une crise de cœur, il portait un pacemaker, il était alcoolique, puis il avait des douleurs aux genoux. Mais je sais pas qu'est-ce qui a causé sa mort comme telle. Mais ce que je peux te dire, c'est que au niveau de son plexus, c'était pas en paix, c'était pas calme. Non seulement ça, il y avait une pince rouge à côté de son intestin en plus, fait que ça marchait pas bien là. C'est un problème de retenue qui avait de la difficulté à libérer. Donc, il y a eu beaucoup d'accumulation et ça a apporté une pression au niveau du cœur. Ouais, ben écoute, quand je viens de souhaiter d'être en paix, puis j'ai vu que des énergies de sorcellerie, il y a vraiment beaucoup trop de pollution et de tristesse en arrière de ça. Et puis j'ai fait un jeu, je suis retournée, exemple, 3000 ans en arrière, puis c'était pas une âme qui était joyeuse et heureuse déjà en partant. Fait qu'il faudrait reculer encore plus de temps parce que je suis presque certaine qu'il y a un apport avec justement la situation de l'Atlantique ou ce qui a contribué en tant que martien à ce que ça parte. Fait que c'est ça que j'ai à dire de lui. Fait que je le bénis. C'est pas que je le soutiens, mais j'envoie toute ma compassion pour qu'il s'allège de toute la lourdeur, puis qu'il puisse rentrer dans son ADN angélique. Mais c'est pas prévu. Ah, tu m'as pas dit l'année qu'il est décédé, par exemple? Oui, 80. En 1980, ça fait 25 ans, terrestre. OK, je vais regarder. Il n'est pas réincarné. Il n'est pas réincarné. Il a encore sa faiblesse au genou droit. Puis il y a encore trop de tourments. Cela dit, il y a une oreille, il y a un œil sur toutes les guerres qui se passent en ce moment, particulièrement celle qui y a au niveau de l'Iran. C'est comme pas juste l'Iran, mais il regarde les guerres en ce moment, puis il se développe d'autres idées, d'autres territoires. Il continue à faire sa recherche au niveau de la torture et de toutes ces problématiques de ce monde-là. Fait qu'au moins, il met un peu son intelligence, sa contribution, mais là-dessus, mais je suis pas convaincue qu'il va retourner ça de façon positive. Cela dit, ce que je viens de voir, là, je suis très chanceuse de ça. C'est Marie-Madeleine qui vient d'intervenir et qui a trouvé une solution, c'est-à-dire que dans sa prochaine incarnation, ça y prendrait une mère heureuse. Une mère heureuse et bienveillante et porteuse de roses. Donc, ça lui donnerait une chance de pouvoir se rapprocher de son potentiel angélique de Dieu. Et puis, de pouvoir arriver, écoute, il va avoir un gros ménage à faire pour se libérer de ses relations, entre autres martiennes. Puis, il n'y a pas juste des martiens, là. Je mets l'emphase sur le martien, mais il y a d'autres énergies diaboliques qui est sombre, qui sont autour de ce monsieur-là. Fait que ça y prendrait vraiment une mère très bienveillante pour pouvoir réussir à y donner le boost vibratoire nécessaire pour qu'il puisse commencer à prendre conscience de ses tourments puis de les libérer. Donc, ça risque d'être un cas de psychologie qui veut soigner puis sait pas comment se libérer. Fait que il y a des la prochaine incarnation sera pas facile. Ce sera pas facile pour lui à cause du bagage accumulé et qu'il accumule encore, comme je te dis, il garde un œil sur tout ce qui se passe en ce moment au niveau des guerres sur la Terre.
Fait que, il est pas sorti du bois, ce monsieur-là, même si Marie-Madeleine lui propose une solution d'avoir une mère aimante. Ça va être difficile pour lui de sortir là, plus de lumière pour arriver à se soulager réellement. Et non seulement ça, mais je vois que les complications que ça va porter dans sa prochaine incarnation avec, entre autres, beaucoup de thérapie. Mais ça va aller plus loin parce que je regarde, là, ça pourrait aller à sa quatrième incarnation où ce qui reprenne son souffle un peu. S'il continue à choisir la lumière puis aller dans une bonne tangente, là, c'est ça, je te dis, dans un parcours, ça sera pas facile pour lui. OK, parfait. Comme deuxième trame, tu as choisi, en fait, c'est une autre version de la même trame musicale que la première, Il mais... n'y avait pas grand-chose. C'est sérieusement, là. Il y a un moment donné, il y a une entrevue où il parle un peu de comment il va pour faire ses terreurs cinématographiques. Mais encore là, c'était pas pertinent pour une trame sonore. Il danse pas, il chante pas, il fait rien. Fait que il y avait rien, je vais t'avouer, là. Autant que ça a été super facile de trouver les tunes de Jenna Ortega, autant pour lui, j'ai ramé et j'ai trouvé ça. Fait que je partage ce que j'ai trouvé, mais c'est pas facile, c'était pas évident. Puis c'était quand même lugubre, tu sais, tu vois ça, tu dis, ouais, ok. Moi, je, Ça va avec le personnage. moi, je vais y aller en rafale avec des liens avec des célébrités qu'on a déjà vues. Euh, il aimait beaucoup Charlie Chaplin, puis ça a été probablement une de ses inspirations de faire carrière au cinéma. Ce qu'il m'a dit, c'est que Charlie avait une touche magique, autant que il était capable d'arriver à montrer l'émotion juste sans nécessairement à y arriver avec un texte ou un dialogue. Puis ça, lui, en étant curieux et intelligent, il a comme compris que t'es pas nécessairement obligé d'avoir des mots pour faire peur. Il l'a tourné de l'autre bord, tu sais, autant que Charlie il dit ben je vais le faire pour faire rire, autant que puis à briller une peine que le personnage avait. Tu sais, Charlie, il avait une peine présente, là, profonde, mais il l'a tourné pour être heureux, en tout cas, faire rire et amener à dépasser cette douleur-là. Tandis qu'Alfred, il a pris ça pour arriver à le convertir dans la terreur. Fait qu'il a comme eu l'inspiration, mais il l'a tourné mauvaisement, si on peut dire. OK. Je vais faire une comparaison qui va dans la même veine. Je compare Alfred à Walt Disney. Les deux sont peut-être les plus grands réalisateurs de cinéma au 20e siècle. Les deux ont travaillé pendant des décennies et reçu plusieurs Oscars. Ils ont commencé leur carrière en dessinant, puis en ayant un intérêt pour les trains. Ils ont d'abord commencé avec des films muets, puis avec son. Évidemment, ce qui les distingue, c'est l'accent sur le bonheur et le merveilleux de Walt ou la peur et l'angoisse de Alfred. Puis, dernier point intéressant, Alfred voulait faire un tournage d'un film à Disneyland, mais Walt était répugné par les films d'horreur puis a refusé. Une chance qu'il a fait ça parce qu'il aurait vraiment sacré un coup de hache dans la magie du merveilleux qu'il essayait de faire. Là, tu fais de Walt Disney en terreur, là, je m'excuse, là, mais ça laisse une trace dans l'inconscient collectif, là. Tout à fait. C'est peut-être la meilleure décision qu'il a prise de protéger justement son château de merveilleux. Mais l'idée est bonne. Tu peux pas dire que c'est pas une bonne idée, mais ça aurait vraiment donné un coup de hache dans la conception de Walt Disney. En passant, je veux juste ramener ça plus loin. Parce que quand tu parlais de Walt Disney, c'était comme tout bleu cobalt, puis quand tu es revenu avec le projet d'Alfred Hitchcock, c'était tout un rouge lait. Fait que tu vois vraiment que c'est le chaud et le froid, c'est deux énergies complètement incompatibles, là. Puis le bleu était beaucoup plus beau, puis le rouge était vraiment plus bas. Fait que tu vois déjà la différence vibratoire entre les deux. Mais il y a trois frères, dont Walt et Alfred Hitchcock, dans une incarnation où les parents ont beaucoup d'argent, beaucoup de ressources, puis déjà là, ils s'entendaient pas sur comment gérer, ou je m'en ai dit dilapider, mais en tout cas, l'héritage des parents. Et le troisième qui était là, c'était une sœur, et c'est la sœur qui a réussi à bien apporter un osmose parce que les frères ne s'entendaient pas. Les deux frères, c'est les deux hommes, c'était aussi des incarnations masculines.
Puis il y en a un qui voulait construire, puis il y en a un qui voulait démolir. Fait que déjà là, tu vois la différence quand tu as un ADN martien, puis un autre ADN un petit peu plus angélique dans la même famille, à quel point ça crée des problèmes. Parce que son ADN martien n'est pas arrivé aujourd'hui, là, à Alfred Hitchcock. Là, tu comprends-tu? Ça fait longtemps qu'il vibre là-dessus. Fait que la sœur, elle n'avait pas de pouvoir, elle n'avait pas tu sais, c'était une femme qui pouvait pas utiliser l'héritage des parents directement, donc il fallait que les frères l'entretiennent ou je sais pas trop quoi. Mais elle est arrivée, écoute, elle a été quand même assez intelligente, cette âme-là qui faisait le tampon entre les deux frères qui chicanaient puis qui avaient des visions complètement différentes. Puis elle réussit quand même à trouver une certaine stabilité. Et je crois que c'est grâce à ça qu'il y a eu une stabilité aujourd'hui dans le choix de préserver Walt Disney ou d'y arriver à assombrir une partie là-dessus. J'ai comme l'impression que c'est l'héritage de cette sœur-là qui a amené justement à prendre la meilleure décision possible parce que c'était son défi dans l'incarnation où les deux étaient frères. Et non seulement ça, mais aujourd'hui, l'osmose n'est pas pensée. C'est-à-dire que cette situation-là, là, OK, elle a quand même apporté une bulle dans le chakra du cœur de Walt Disney, puis c'est quelque chose qu'il n'a pas réussi à dépasser. Hein. Il n'a pas fait son pardon, etc. Puis il est encore un peu stressé de cette possibilité-là que ça arrive au niveau de son entreprise, même s'il n'est plus là. Puis en même temps, ça crée un précédent. Fait qu'il sait que la décision qu'il a prise à ce moment-là va régner sur toutes les autres tentatives de ceux qui vont s'essayer de faire d'autres choses que du merveilleux Walt Disney. Fait que ça a un héritage là-dessus qui est très important. Là. OK, parfait. Ben, merci beaucoup. Une autre célébrité qu'on a déjà vue, Shirley MacLaine, son premier rôle au cinéma, c'était dans un film d'Alfred Hitchcock. Par contre, c'était à l'époque, c'était pas nécessairement horreur, mais dans ce cas-ci, c'était comédie mystère. Donc, quelle était son expérience avec Alfred? Puis est-ce qu'elle accepterait de l'aider au niveau de son âme? Euh, tu as bien des affaires là-dessus. Premièrement, elle le fait, mais c'est une énergie qu'elle n'a pas aimée. Tu vois, au niveau de son chakra-cœur, quand elle a fait ça, elle n'était pas aussi éveillée qu'elle l'a été plus tard. Elle y a donné une chance pour l'aider. Ils se sont comme un peu entraidés. Et ce que je vois, c'est une énergie de fraternel, frère et sœur. Puis Shirley MacLaine, il en devait une. Fait OK. que là, on tombe justement dans les dettes karmiques qui se payent. Mais ça lui a laissé un arrière-goût dans le chakra-cœur, un fond de je l'ai fait, mais tu sais, je suis pas à l'aise. Je veux pas aller dans cette direction-là plus tard. Puis là, regarde, j'ai donné, là, c'est réglé, merci, on passe à d'autres choses. Fait que c'est quelque chose qu'elle a fait, justement, qui lui a servi à prononcer son choix vers la lumière pour les projets qui ont suivi par la suite. Puis en même temps, ça lui a permis de gagner en autonomie parce que tu sais que tu fais quelque chose, OK, tu as une dette, mais c'est pas le chemin que tu veux aller, fait que ça te renforce, puis ça te permet de mieux t'assumer pour les décisions qui suivent par la suite. Elle l'a déjà aidé, OK? Ce que je vois, c'est qu'elle a déjà prié pour lui. Je vois une sœur grise dans une église, puis qui est déjà en train de faire des setups de prière pour ce monsieur-là dans une autre incarnation. Fait Ah. que ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de vies d'incarnation masculine. Tu sais, tu vois, c'est tous ceux qui ont sorti, là, puis c'est normal parce que les Martiens aiment bien ça, les hommes. Je sais pas si c'est parce que c'est plus facile à manipuler. Mais en tout cas, il y a beaucoup de vies d'incarnation masculine. Fait qu'elle a déjà prié pour elle. Elle se sentait seule, mais je crois qu'elle est allée se cacher dans un couvent. Donc, c'est une décision où tu y vas parce que là, tu vas avoir la paix et tout ça. Je sais pas si c'était un amoureux harcelant ou quoi que ce soit. J'ai pas le détail. Mais ce que je sais, c'est qu'elle s'est cachée et là, elle a prié beaucoup pour lui, probablement pour qu'il se libère et etc.
Fait que ça a été probablement un contact dans cette incarnation-ci avec une grande méfiance, là. Tu sais, oui, t'embarques, mais tu y fais pas trop confiance. Tu gardes ton discernement dans ta poche parce que ça peut te servir, etc. Puis ce que Shirley me montre maintenant, c'est qu'à un moment donné, elle a dû interférer parce qu'il avait montré une scène, puis c'était comme trop d'horreur, probablement. Puis elle a intervenu dans le script ou en tout cas sur place qu'elle n'était pas à l'aise d'aller jusque-là, puis ils ont changé. Fait qu'elle avait quand même une voix qui a porté pour arriver à faire un changement en respectant quand même l'œuvre du réalisateur, etc. Mais en même temps, il aurait pu être plus pire si elle ne s'était pas tenue, puis si elle l'avait laissé aller dans une direction où ce qui aurait pu aller. Mais ce que je vois dans le cœur de Shirley d'aujourd'hui, c'est qu'elle a régulièrement prié pour lui et on voit, c'est une énergie argentée qui se dégage de là. Fait que c'est probablement des prières qui lui ont aidé, entre autres, à renforcer sa protection, mais aussi à se libérer des énergies ou de l'emprise négative qu'il aurait pu avoir par les guides martiens, entre autres. Fait qu'elle a réussi à passer par là avec de l'insécurité, mais elle s'en est sortie protégée d'une manière ou d'une autre. Mais si je la regarde aujourd'hui, elle ne repasserait pas par là. Elle aurait probablement fait d'autres choix. OK. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai vu que Marilyn Monroe souhaitait jouer dans des films d'Alfred, mais Alfred a refusé, prétextant qu'elle affichait trop sa féminité. Est-ce qu'après coup, en fin de compte, Marilyn était soulagée pour avoir participé ou... Elle était charmée. Ce que je vois, c'est qu'elle était charmée. Elle voulait vraiment aller dans cette direction-là, mais c'est Alfred Hitchcock qui n'a pas voulu salir Marilyn. Il l'a protégée en ne la prenant pas. Il voulait pas mettre le massacre sur l'image de Marilyn. Fait que ici, il a pris la féminité pour s'en sortir, mais c'est une icône de féminité il pouvait pas se permettre de mettre du sang dessus. Tu comprends? OK, Fait ouais. que je te dirais que c'est peut-être aussi une meilleure décision qu'il a pris de protéger l'icône que représentait Marilyn. Puis Marilyn, je sais pas, elle était charmée par ça, mais elle a eu des problèmes aussi, Marilyn, avec des guides martiens. Pas de elle, mais tu vois, les hommes qui ont cet ADN martien-là, ils ont quand même un certain charisme, une certaine puissance quand ils sont rendus à des hauts niveaux comme ça. Puis ça fait partie un peu de l'énergie qui était attractive pour elle. Elle voulait aller voir là, puis en même temps, elle avait une peur d'être blessée et humiliée. Fait que elle jouait un peu avec le feu dans ses propres paradigmes. OK, parfait. Un dernier lien, Sean Connery a aussi joué dans des films à ses débuts en carrière. Il avait déjà incarné le rôle de James Bond précédemment. Est-ce que son implication avec Alfred, ça a eu une influence sur sa carrière? Ça a eu une influence sur son lien d'âme avec ça, c'est une relation de cœur à cœur entre l'âme de Sean Connery et tout ça, comme s'il en devait une à Alfred Hitchcock. Fait que c'est là. C'est un code d'honneur dans le sens qu'à un moment donné, ce que je vois, c'est que Sean Connery avait besoin d'un héros pour venir comme mettre fin à une période de terreur. Puis il est allé chercher Alfred Hitchcock qui a bien livré le job, puis qui a mis fin au massacre par le massacre. Fait qu'il y avait une dette d'honneur dans le cœur de Sean Connery, d'où pourquoi il a fait confiance, puis qu'il a misé dessus. C'est carrément ça qu'il a fait, parce qu'il a déjà sorti d'un mauvais pas, puis il savait que ça allait être bénéfique pour lui de passer par là, mais c'était prévu pour une courte période de temps, parce que il y avait son aise à un niveau avec le rouge d'Alfred Hitchcock, mais il y avait une limite, il y avait une peur qui était là, qui ressentait dans l'incarnation où il avait fait appel à Alfred Hitchcock pour mettre fin au massacre, mais il ressentait encore dans cette énergie-ci. Mais ce qui est le fun, c'est qu'il l'a canalisé au niveau de son art et non pas comme un agent de terreur qui, probablement, le fait d'avoir passé dans sa jeunesse à la prison et de voir ça, ben, il a dit, je peux pas arriver là pour vrai dans la matière, c'est pas le genre de vie que je veux, mais avec la gloire
l'art, le style, l'alcool, l'argent, etc. Là, c'était vraiment la manière de pouvoir le penser puis de s'assouvir. Puis ce que je vois, c'est que même des fois, il prend un verre avec un genre de cigare, là, puis il est à l'écoute de c'est quoi la prochaine étape qui pourrait avancer à être plus encore traumatisant, plus dans la peur, etc. Donc, c'était une personne malade mentale. Je m'excuse de le sortir comme ça, là. Mais qui a eu assez peur pour le canaliser dans un canal d'œuvre ou de création sur ces énergies-là, où là, il a pu bien se mettre dans l'allégresse entre le meilleur des deux mondes, finalement, tu sais. Puis il y avait tendance à la corruption un peu. Je le vois, il prend de l'argent des fois pour débloquer des affaires, etc. Fait que c'était un petit peu louche aussi de la manière qui est arrivé à ce profil-là, mais c'est tout à fait normal pour les Martiens, tu comprends? Parfait. Bon, ben, moi, ça conclut ce que j'avais sur Alfred Hitchcock. Ben, écoute, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je le bénis pour qu'il se libère de la peur. Ça, et peut-être qu'à force de rentrer dans cette direction-là, il va peut-être alléger son parcours du retour à qui il est, là, avec les prochaines incarnations. Mais je sais que entre les mains de Marie-Madeleine et de frère André, il y a quand même quelque chose qui va pouvoir sortir de positif de ça. Et là, quand j'ai dit ça, j'ai vu une incarnation où il était femme. Donc, ça l'aiderait peut-être d'avoir une mère aimante et une expérience féminine. Ça, c'est ce que je vais lui souhaiter pour un futur proche pour lui. Merci beaucoup, Benoît, d'avoir fait le spécial Halloween. Merci à l'équipe Focus Group. Merci à vous, chers auditeurs, d'être parmi nous. N'hésitez pas à venir liker la page Facebook et la chaîne YouTube Évoluons avec l'âme des célébrités. Merci à tous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Namasté.